Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Enjeux, que vous nous suiviez en direct ou bien que vous nous suiviez via nos différents replays. Et bienvenue également au public qui est dans la salle avec nous. Donc j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez suivre Place des Enjeux avec nous. L'émission est en public, il suffit simplement de venir à Villejuif dans les locaux d'Armada. Alors aujourd'hui, je vous convie à une émission spéciale. On va partir tous ensemble aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est un éminent connaisseur des sujets liés à la société américaine. Donc on va parler bien sûr de la situation aux États-Unis. On va parler de Donald Trump qui monopolise l'actualité entre ses annonces, ses décisions, ses revirements parfois d'ailleurs également. Et puis on va parler également des décisions politiques qui sont les siennes et qui peuvent nous impacter, nous que nous soyons français, européens ou citoyens du monde. Donc je vous présente immédiatement l'invité qui me fait le plaisir d'être à mes côtés aujourd'hui. Dylan Boutifla, bonsoir. Bonsoir. Alors Dylan, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste, où vous êtes en charge des relations internationales. Exactement. Et puis, il faut préciser que vous avez la double nationalité. Vous êtes franco-américain, donc vous connaissez particulièrement la situation aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs nous dire quelques mots en préambule sur vous ? Alors, moi, je suis donc là comme militant socialiste, comme un dirigeant du Parti socialiste, mais c'est vrai que j'ai cette connaissance assez fine des États-Unis. J'ai eu la chance en 2012 d'être sélectionné par le département d'État américain au titre de mes engagements associatifs à l'époque. J'étais déjà administrateur de la Fédération Léo Lagrange, qui est un mouvement de l'éducation populaire et une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, j'ai été sélectionné avec d'autres militants français de différents secteurs, ONG, politique, sport. Et nous sommes partis pendant près d'un mois aux États-Unis parce que en fait, l'ambassade des États-Unis considérait qu'on était des personnalités d'avenir. On fait partie du programme des visiteurs internationaux. Beaucoup de leaders d'ailleurs politiques ont eu l'occasion d'en faire partie. Je pense que Nicolas Sarkozy était parti, Ségolène Royal en a bénéficié aussi. Et c'est vrai que ce programme, il permet à des militants et des femmes et des hommes français d'aller à la découverte des États-Unis. Et nous, on était partis en fait pour travailler, aller à la rencontre d'acteurs qui étaient très actifs auprès des enfants et des jeunes pour leur permettre de s'émanciper, de prendre des risques. Alors c'est un peu un terme anglo-saxon, le youth at risk. L'idée c'était quoi ? C'était de montrer qu'on devait être dans l'échange d'expériences pour accompagner les jeunes dans la prise de risques et dans la prise de responsabilité. Et moi, comme j'étais militant associatif et en même temps cadre de l'administration territoriale, j'avais développé des programmes pour justement permettre l'accès aux responsabilités des jeunes. Et on était donc partis pendant presque un mois à la rencontre dans 5 États de plein d'acteurs publics, privés, sur l'émancipation, comment les jeunes vivaient leur prise de risque et l'accès à l'autonomie quand ils deviennent plus adultes. Et c'était vraiment intéressant d'être dans cet échange. Et donc c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec les États-Unis. Et j'ai aussi rencontré mon époux, qui est aujourd'hui mon mari, et qui est en fait lui aussi américain. Donc pour le coup, c'est par le mariage que j'ai obtenu la nationalité. D'accord. Donc, et cette connaissance, justement, on va la mettre à profit aujourd'hui dans cette émission. Je voudrais tout d'abord qu'on revienne sur l'élection américaine dans un premier temps. Nous, on l'a suivi, bien sûr, via les différents médias. Vous-même, vous avez été en prise un peu plus directe avec cette élection. Vous pouvez nous en parler. Alors, il se trouve qu'au mois d'août, quand j'ai pris mes vacances, je suis allé donc, dans ma belle famille là-bas aux États-Unis, dans le Wisconsin. On s'est retrouvés donc, à Milwaukee, dans la banlieue de Milwaukee. C'est un État qui se situe un peu au nord de Chicago, au milieu des États-Unis, dans l'État du Wisconsin, qui donne sur un des grands lacs américains, nord-américains. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que j'ai profité de ce séjour familial pour aller assister à la Convention démocrate de Chicago. Cette convention, c'était la convention qui a investi non seulement Kamala Harris, mais qui donnait l'opportunité aux démocrates de raconter quel était leur récit de la campagne et ce qu'ils voulaient dire aux Américains dans le moment où ils devaient changer de candidat parce que Joe Biden avait finalement renoncé. Et en plus, Kamala Harris venait de choisir son ticket, son partenaire de liste, qui était en fait Tim Walz, qui était une personnalité totalement éloignée de la politique américaine, même si on le connaissait dans son État, le Minnesota en l'occurrence, mais on ne le connaissait pas au niveau américain. Et c'est vraiment intéressant d'assister à cette convention, parce que, bon, au-delà du... D'ailleurs, je me permets de vous interrompre, vous nous avez envoyé une photo de cette convention à laquelle vous avez participé. Eric va nous la mettre
voilà. Alors, cette photo, elle est prise donc depuis l'aréna où est organisée la convention, et c'est le deuxième soir de la convention. Oui. Chaque journée, il y a des thématiques de débat. Il y a les militants du secteur de l'automobile qui sont mobilisés avec notamment la puissance des organisations syndicales américaines. Il y avait tout un après-midi consacré aux droits des femmes, aux droits reproductifs, qui sont notamment un des enjeux de la campagne électorale. Et puis, il y avait aussi l'intronisation, j'ai envie de dire, lors d'un grand discours de Tim Walz. Et là, c'est quand il est arrivé avec sa famille pour présenter en fait sa famille, parce que la mise en scène de politique américaine, elle se fait à l'américaine, c'est-à-dire c'est un grand show. C'est vraiment organisé comme un concert. Il y a une prise de parole qui est millimétrée, avec on va filmer en contre-plan les membres de la famille, les amis, les proches, pour raconter quelque chose de la campagne. Et moi, je trouve que cette image, elle dit bien ce qui est à la fois la puissance de l'appareil de communication démocrate et d'une campagne électorale aux États-Unis, en tout cas à l'échelle de la présidentielle, puisqu'il mobilise des stades et des arénas totalement remplis. Mais en plus de ça, il y a aussi le côté intimiste, le côté de la mise en scène de la famille. Et Tim Walz, il avait besoin d'être mis en lumière comme ça, parce que ça montrait aussi que c'était quelqu'un qui était peu connu, et qui méritait d'être connu, parce qu'il a été choisi, parce que c'était le tournant idéologique, programmatique des démocrates, tourné vers les classes populaires, vers les classes moyennes, alors que finalement, depuis plusieurs années, le camp républicain s'était organisé pour reprendre la Maison-Blanche en 2024 autour de Donald Trump, en expliquant « vous êtes les déçus de la mondialisation et nous, on veut pouvoir protéger ceux qui se sentent oubliés par les démocrates ». C'était ça le fond du discours de Donald Trump. Et quelque part, les démocrates ont voulu utiliser ce premier temps de la campagne pour aller expliquer à l'ensemble des Américains, parce que c'est regardé en direct, c'est diffusé sur tous les networks et les grandes chaînes américaines, sur les réseaux sociaux, qui jouent un rôle fondamental. Et je salue tous ceux qui nous suivent ce soir, parce que c'est aussi une manière de faire de la politique que de s'intéresser à tous les débats qu'on a eu sur les réseaux et sur les réseaux sociaux et les réseaux numériques. Ce qui est intéressant dans ce moment, c'est qu'on est dans une campagne où personne ne donne de chance à Kamala Harris de rattraper le retard. Personne ne pense que le ticket qu'elle forme avec Tim Walz va être capable de répondre aux aspirations des Américains. Et moi, je pense, la leçon que j'ai tirée de cette expérience de la Convention, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire, alors qu'en fait, Trump avait eu 4 ans pour se préparer à l'échéance, pour être une forme d'incarnation d'une déception des États-Unis par rapport aux démocrates, dont on pouvait imaginer que les résultats économiques très productifs en termes de création d'emplois, de maintien de l'activité, de reprise même de l'activité économique, pouvaient profiter aux Américains. Eh bien, c'est pas comme ça que les Américains le ressentaient. Et moi, quand je suis sorti de cette convention, ce qui était vraiment, je dirais, un bon ressenti de ce qui était la réalité de la campagne, c'est quand on sort d'une convention qui a été plutôt bien accueillie, qui a été plutôt suivie, on se dit comment est-ce qu'elle est suivie dans la tête des gens, sur le terrain, dans les territoires. Et donc moi, je suis retourné dans le Wisconsin, dans ma belle famille. Et j'ai fait le test autour de moi, je vous l'ai raconté quand on a préparé l'émission. En fait, ma belle famille, c'est des Afro-Américains qui sont plutôt issus de la Rust Belt, donc la ceinture de la désindustrialisation. Ils ont bossé les uns dans l'industrie automobile sinistrée, ils ont bossé les autres dans d'autres secteurs de l'industrie. Et en fait, c'est des secteurs qui sont sinistrés économiquement depuis des années, par des choix qui sont aussi ceux des démocrates et qui donnent le sentiment aux populations et aux classes populaires, finalement, d'être le parti de ceux qui réussissent, qui vont bien, qui bénéficient de la mondialisation heureuse. Et quelques mois après, moi, quand je reviens des États-Unis avec le sentiment que, quelques mois après, quand j'analyse le scrutin, j'ai donné, lors d'une interview à Politis, j'ai expliqué justement comment il fallait ne pas s'emballer sur l'effet de la convention, sur l'effet médiatique de communication, mais qu'il fallait se rendre compte qu'en fait, elle ne perçait pas dans l'opinion parce que quelque part, elle n'avait pas eu le temps de rattraper 4 ans de campagne systématique de Trump qui dénigrait l'appareil démocrate, qui dénigrait l'action du président Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, notamment auprès des classes populaires, des classes qui étaient finalement celles qu'il visait dans les swing states, les États décisifs. Les 7 États décisifs. Voilà, dont fait partie le Wisconsin. Et donc c'est vraiment intéressant dans mon vécu de la Convention, comment j'ai vu ensuite dans ma belle famille que finalement le vote républicain se maintenait et que Trump continuait à être finalement celui pour lequel ma belle famille allait voter, une famille populaire, une famille afro-américaine, une famille qui vit difficilement des échecs et des difficultés de l'industrie et de l'économie. Et quelque part, ça a été extrêmement puissant dans le vote qui a été un vote d'adhésion.
64% de participation au mois de novembre, c'est 3 points de moins, donc c'est pas grand-chose, c'est pas tellement en retrait par rapport à la participation de 2020. Mais ce qui est déterminant, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, Trump, le vote républicain, il gagne le vote populaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément d'Américains, une majorité d'Américains qui vont voter pour les républicains au détriment des démocrates. Et moi, la leçon que je tire de cette expérience, de ces quelques semaines de campagne, de revenir en France en septembre et de voir comment la campagne se déroule à travers les débats jusqu'au vote décisif du 5 novembre, c'est que finalement, la puissance de l'adhésion au programme de Trump a totalement empêché Kamala Harris de rattraper son retard. Et quelque part, s'il fallait analyser une des raisons de la défaite, c'est je pense qu'elle n'a pas eu assez de temps pour développer son programme. Tout le monde s'accorde sur ce point. Et on peut en parler aussi, si vous le souhaitez. C'est que moi, j'ai observé dans le récit des démocrates qu'il y avait une forme de sincérité dans le fait de se tourner vers les classes, les working class, les classes laborieuses. Par exemple, Tim Walz était l'incarnation du gouverneur de l'Amérique profonde qui avait mis en place, par exemple, une gratuité des repas dans les cantines scolaires, qui avait développé un certain nombre d'actions très sociales tournées vers les Américains. Ça n'existe pas aux États-Unis. C'était très spécifique qu'il fasse le choix de Tim Walz pour le ticket, parce que quelque part, ce gouverneur était l'incarnation d'un vote démocrate pragmatique, très tourné vers les gens, leur quotidien, leurs besoins, leurs difficultés, et que ça, c'était pas du tout l'incarnation des démocrates de Californie, de l'Est. Par exemple, ça aurait pu être le gouverneur Shapiro de Pennsylvanie, ça aurait pu être le gouverneur aussi de Californie, Newsom. Et en fait, en réalité, ils ont choisi Tim Walz parce qu'ils ont voulu se tourner vers cette Amérique profonde, cette Amérique rurale, cette Amérique populaire qui apporte des réponses extrêmement concrètes, qui sont vraiment dans l'histoire même des États-Unis, un des éléments fondateurs de l'adhésion à la politique. Et bien là, ça n'a pas fonctionné, parce que je pense qu'en fait, le récit, notamment pendant la campagne, Kamala a parlé d'encadrer les loyers. C'est inimaginable dans la vie politique américaine. Parce que des politiques sociales, des politiques de logement, des politiques éducatives ne relèvent pas du pouvoir fédéral. Ce n'est pas l'État fédéral, ce ne sont pas les États-Unis qui délivrent ces politiques. Ce sont éventuellement les communautés, les comtés, les États fédérés. Mais ce n'est pas du tout du ressort du pouvoir central. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'en plus de cette difficulté à convaincre sur le projet, la méthode qui était choisie par Trump était redoutable, parce qu'il dénigrait l'appareil fédéral, l'outil fédéral, l'État fédéral. Il dénigrait ce qu'il appelle l'État profond, ceux qui sont censés assurer les politiques de sécurité, de défense au niveau international. Mais en réalité, il disait, à travers son projet 2025, de toute manière, on n'a pas besoin d'un État. Les États font ça très bien. Et il a commencé, en plus du message de fond, à détricoter la légitimité de l'État fédéral, à changer la vie des gens. Alors que c'était possible, et que c'est encore possible. Mais en réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, je pense que Trump, il est un tournant, parce qu'en fait, il est poussé tellement dans ses retranchements par une espèce d'aspiration à un pouvoir fort, un pouvoir autoritaire, qu'il y a une espèce de contradiction dans son discours aujourd'hui. Oui. Et on en parlera effectivement, on en parlera après. Alors effectivement, mais est-ce que, justement, donc vous disiez, il y a l'impréparation ou le manque de préparation de Kamala Harris. Après, il y a le bilan économique, il est bon de Joe Biden, puisqu'on arrive à un taux de chômage qui est aux alentours de 4%. On a une inflation qui est maîtrisée, puisqu'elle va retomber normalement, avant les mesures en tout cas prises par Donald Trump, sous le taux des 2%. Par contre, en matière de déficit fédéral, là c'est le pire déficit. Est-ce que ça n'a pas joué, puisqu'on est à plus de 6%, on est à 6,3%, et est-ce que ça n'a pas joué contre la politique de Biden, justement, pour dire il faut moins de politique au niveau de l'État américain et redonner du pouvoir à chaque État? Il faut quand même mesurer que quand Biden est élu président en novembre 2020, il hérite d'une situation économique absolument catastrophique. Oui. On a tous oublié que ça se passait pendant la période du Covid, où en fait l'économie repartait à peine, parce qu'en fait Trump n'avait fait que des mauvais choix. Pas seulement du point de vue sanitaire, où il avait complètement légitimer les discours complotistes sur la vaccination et sur l'effet de la vaccination. Il avait aussi laissé tout un pan de l'économie s'effondrer littéralement, alors qu'en réalité, les démocrates avaient bénéficié aussi d'un soutien populaire important et d'un vote en faveur de Biden, parce qu'ils savaient
les Américains savaient que c'était eux qui étaient les mieux à même de diriger l'économie, comme ça avait pu être le cas sous Obama, par exemple, ou sous Clinton, un peu plus en arrière dans le temps. Et la leçon de ça, c'est que même dans l'esprit des gens, les démocrates qui sont perçus comme ceux qui savent diriger l'économie étaient décrédibilisés à l'issue du mandat de Biden, parce que quelque part, les gens, et c'est un non-sens, hein, mais les gens ressentaient que quelque part, même si les économies allaient mieux, ils n'en voyaient pas les bénéfices pour eux. Et ça a joué à plein dans le vote d'adhésion à Trump et quelque part dans une forme de démobilisation électorale pour les démocrates. Parce que je disais que la participation n'avait que très peu reculé par rapport à 2020, elle était de 64% donc en novembre de cette année, enfin de 2024. Mais ce qui est terrible, c'est que ça s'est encore plus vu dans le vote populaire, c'est que le vote d'adhésion à Trump a été encore plus puissant. Oui. Donc il y a des explications à tout ça. Oui, il y a des explications. Alors effectivement, quand on regarde les chiffres, 2/3 des Américains avaient en fait estimé que le revenu avait baissé. C'est ça. Donc il y avait vraiment une perception très négative. Et il y avait également 64% des Américains qui jugeaient que le pays partait dans une mauvaise direction. Donc vous-même, vous dites, Dylan, il ne faut pas stigmatiser les électeurs trumpistes, en fait. Clairement, je vais faire deux parallèles. Le premier, c'est moi ce que j'ai vécu quand j'ai commencé à m'engager en politique dans les années 90, à la fin des années 90. Je suis très militant, notamment aux jeunesses socialistes à l'époque. Je suis déjà secrétaire international des jeunes socialistes entre 99 et 2002. Et on arrive le 21 avril 2002, où en fait Lionel Jospin est battu pour la qualification au second tour. Jospin, il a un bilan économique incroyable. Oui. Et d'ailleurs, on avait une discussion dans la campagne des présidentielles. Moi, je suis orléanais. On a l'impression que la campagne a basculé au moment où Papivoise a vu sa maison dans le quartier de l'Argonne à Orléans brûler. Soi-disant que c'était une explication du vote pro-Le Pen pour sa qualification au premier tour. Je crois que et Jospin, dans le même temps, expliquait que l'État ne peut pas tout au moment où il y avait des licenciements chez Michelin, qu'il y avait une espèce de délégitimation des socialistes dans l'exercice du pouvoir et notamment dans la façon dont on mène les affaires économiques du pays. Mais c'est l'époque où les déficits ont été les plus bas, notamment de l'État. Oui. Les déficits de la sécurité sociale. Oui. Et tout le monde nous a rendu, alors sauf peut-être François Bayrou qui l'avait oublié récemment à l'Assemblée, mais en réalité, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une capacité à mener des politiques sociales d'envergure, CMU, 35 heures, création de centaines de milliers d'emplois jeunes, etc. Et quelque part, c'était les socialistes qui étaient capables de ça. Pourquoi je fais ce parallèle ? Parce que les démocrates, ils ont vécu le même, je dirais, syndrome de l'usurpateur. C'est qu'on fait toujours passer la gauche comme mauvaise gestionnaire. D'abord, c'est faux. Et en plus de ça, aux États-Unis, il y a un autre phénomène qui est venu s'ajouter à celui-là, c'est que quelque part, Trump, c'est celui qui a le plus réécrit le sentiment des gens. Il a été capable de dire aux gens, mais en fait, votre sentiment, il est vrai. L'économie va mal. Les industries ferment parce que c'est des choix qu'on paye du fait des choix qui ont été faits par les démocrates. Et en réalité, il a transformé un mensonge en une vérité. Ça ne veut pas dire que finalement c'est un fait vérifié, mais dans la tête des gens, il a légitimé tout le sentiment qu'ils avaient que la croissance, l'amélioration des situations économiques ne leur bénéficiait pas. Et je pense que c'est vraiment un parallèle qu'il faut gagner à l'échelle globale. La façon dont les partis populistes, les partis autoritaristes, les partis qui finalement font passer la force avant le dialogue, un peu comme celui d'ailleurs dans le discours de Trump, quelque part ces gens réussissent à faire penser aux gens que leur sentiment c'est la vérité. Et ça c'est très dangereux, parce que nous, la gauche, les sociodémocrates, on a une espèce de... on n'arrive pas à mentir aux gens, on va être sincère avec eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mensonges, ça se vérifie. Mais en fait, quand on a quelqu'un qui en fait inscrit le discours politique de contre-vérité comme étant un discours de réalité, et que les gens ont le sentiment, ah vous voyez, lui il me comprend, lui il mesure mes difficultés. C'est très difficile pour nous d'avoir un discours raisonnable, construit, qui fait réfléchir les gens, parce que les gens ils veulent être dans l'immédiateté, ils veulent des résultats immédiats. Et on a beau leur dire que la création d'emplois s'est améliorée, que les industries ont été moins nombreuses à fermer, que les secteurs, des pans entiers de l'économie sont relancés, ils ont le sentiment que ça ne les touche pas. Et la Rust Belt, s'il fallait faire un parallèle, c'est finalement tous ces territoires de la désindustrialisation en France, dans lesquels beaucoup de gens en ont ras-le-bol d'être stigmatisés. Moi, parmi les membres de ma famille, j'ai des gens qui votent pour le RN. On en a tous. Quand l'extrême droite fait 40%, on a tous des proches, des amis, des collègues qui votent pour le RN. Les gens en ont marre qu'on leur dise « vous êtes des fachos, vous n'aimez pas les meufs, vous avez un problème avec les gays ».
En réalité, c'est pas ça le sujet. Le principal moteur électoral du vote de Trump, c'est pas un vote sexiste ou homophobe. Enfin, les gens qui nous expliquent que c'est tous des sexistes et des homophobes, c'est pas vrai. En réalité, la principale motivation du vote, on sait tous d'abord comment le vote se décide, c'est souvent à la dernière minute, quand on va au bureau de vote, dans l'isoloir. Ce qui est terrible, c'est qu'aux États-Unis, quand vous allez voter, moi j'ai voté, je suis rentré pour voter. Quand j'ai voté dans le Wisconsin, je suis désolé. Enfin, des gens sont venus jusqu'à m'accompagner à l'entrée du bureau de vote pour que je vote Trump. Personne ne faisait campagne pour Kamala Harris. Pourquoi ? Parce que quelque part, le soufflet qui avait gonflé, d'ailleurs au moment de la convention de Chicago, il était retombé. Il était retombé parce que la campagne de terrain, beaucoup de gens s'étaient démobilisés parce qu'on avait en face de nous un rouleau compresseur médiatique, numérique, qui racontait aux gens « Vous avez raison, ça ne va pas mieux. Vous avez raison, on vous entend et on est votre porte-voix. » Et ce qui est insupportable, c'est que Trump, il a cette capacité à transformer cette colère en adhésion politique. Alors que tout ça est fondé sur des mensonges, des contre-vérités, des fake news, mais en réalité, face à lui, une candidate comme Kamala, n'importe quel autre candidat démocrate, que ça aurait pu être Shapiro, comme je disais, ou nous sommes, ou d'autres, ça ne peut pas fonctionner, parce que dans la tête des gens, ça fait 4 ans qu'on leur dit, on nous a volé l'élection. Oui, c'est un matraquage permanent, bien évidemment. De contre-vérité. Et donc, quelque part, on fait de contre-vérité des sentiments des gens, qui sont parfois sincères, parfois malhonnêtes, des réalités. Et ça, c'est détestable dans la démocratie. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence de système de valeurs entre démocrates et républicains ? Ce sont vraiment deux modèles qui s'affrontent. Je suis complètement conscient de ça. Je l'ai dit quand on a préparé l'émission. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la campagne américaine et qui ressemble un peu à ce qui est en train de se passer en Europe, c'est qu'il y a vraiment une inversion des valeurs entre la droite et la gauche, donc entre les républicains et les démocrates, pour faire schématique. Oui. Les républicains, historiquement, c'est le parti de l'économie, du business, et c'est le parti, finalement, de la dérégulation, du libéralisme. Donc, le plus fort, c'est celui qui gagne le plus de fric et qui continue à se gaver pendant que les autres crèvent. Je fais court, mais c'est un peu ça. En réalité, ce sont les démocrates qui, petit à petit, sont devenus le parti du libéralisme. Pourquoi ? Parce que depuis Clinton jusqu'à Obama, ce sont ceux qui ont négocié le plus de traités de libre-échange, donc qui ont dérégulé, qui ont fragilisé le monde du travail, le monde de l'économie, les règles environnementales, et qui, à un moment donné, ont donné le sentiment d'être finalement le parti des heureux de la mondialisation. Et pendant ce temps-là, les républicains, qui étaient donc le parti du libéralisme, sont devenus le parti de la protection, de la sécurité. Alors que, historiquement, c'est aussi... C'est l'inverse. Oui. C'est typiquement le rôle de la gauche social-démocrate, interventionniste, keynésienne, qui fait que l'économie, elle est encadrée avec des règles qui permettent de respecter un certain nombre de normes sociales et environnementales. En réalité, la même chose, inversion des valeurs. En fait, un parti démocrate qui fait campagne pour la démocratie et la liberté. Vous vous rappelez les premières images qu'on voit là de la convention, vous avez le slogan qui apparaît. Le premier slogan de l'équipe Harris-Valls, c'est « Freedom ». Donc en fait, ils font campagne pour la liberté. Et on comprend. Les droits des femmes sont menacés, les droits des minorités sont bousculés. Beaucoup d'Américains ont le sentiment qu'ils vont vivre moins bien avec Trump qu'avec les démocrates. Mais en réalité, ils se trompent totalement quand ils rentrent en campagne sur ça. Et moi, c'est mon premier sentiment, c'est d'être à Chicago en me disant « Waouh, c'est une sacrée machine politique et de communication politique ». Mais en réalité, quand je vois que la campagne ne prend pas sur le terrain et qu'ensuite, ça se manifeste dans l'adhésion en positif pour Trump, ça dit quelque chose de la crise idéologique de la gauche internationale. C'est qu'en fait, on abote le parti de la protection des salariés, de la protection des droits et de la cohésion de la société. On a en face de nous un récit politique qui est dans la fracturation, qui met les gens en concurrence entre eux, qui les oppose entre eux, et ça crée une émulation électorale incroyable. Aujourd'hui, le nombre de gens aux États-Unis qui vous disent, pas seulement des minorités, pas seulement des femmes, des gens qui ont sincèrement voté pour Trump, qui vous disent qu'ils regrettent de l'avoir fait. C'est un espèce de sentiment de réveil, après que pendant des années, ils aient été, je sais pas, omnibulés, je sais pas comment on qualifie ça en psychologie, mais il y a un petit côté de manipulation et de conditionnement qui est très grave, en fait, en termes démocratiques. Parce que les gens, ils ont tous les mêmes clés de lecture que vous et moi, Florence. C'est qu'en fait, ils ont la capacité de comprendre. Mais quelque part, ils veulent y croire au discours de Trump. Ils veulent, ah bah oui, on va relancer les énergies fossiles, on en parlera tout à l'heure sur l'énergie. On va remettre en cause les droits des femmes. Bon, bah c'est pas bien grave, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça qui vous fait bouffer. Ça, c'est d'une violence inouïe quand on raconte ça aux gens. Je pense que les gens, je sais pas s'ils ont été trumpés par Trump, mais clairement, ils ont été manipulés. Oui. Et justement, quand vous parliez d'électorat, comment se situent à la fois la jeunesse et les minorités ? Alors c'est intéressant parce que
c'est un peu ce qu'on commençait à effleurer tout à l'heure, la question de comment finalement les électeurs vont se retrouver dans le discours populiste. On le voit en France, hein. Moi, pendant que j'ai fait la campagne des européennes jusqu'en juin 2024, j'avais beaucoup de gens autour de moi, notamment que je rencontrais, de jeunes qui me disaient « Non mais vous êtes sympa, Glucksmann et tout, mais nous on vote pas pour vous, on vote pour Jordan Bardella. » Ça restait une espèce d'énigme pour nous de savoir pourquoi finalement un pan entier de la jeunesse vote pour l'extrême droite. Et c'est valable aux États-Unis aussi. C'est qu'en fait Trump, il a énormément acquis de votes parmi les jeunes, parmi les minorités ethniques, et le vote féminin est majoritairement pour Trump, sachant très bien quelles sont les menaces qui pèsent directement sur les droits qu'on a évoqués. Et donc il y a une espèce d'adhésion au discours d'extrême droite qui est aussi lié au fait que pendant des années, ces gens-là, on les a montrés du doigt, vous savez, et c'est aussi une des explications du silence des démocrates. On dit beaucoup aujourd'hui, mais c'est bizarre, les démocrates, on les entend plus, Kamala Harris, elle est complètement justement, on en parlera tout à l'heure, on va faire un petit tour d'horizon des démocrates. Parce que les électeurs, en fait, se sentent stigmatisés, se sont sentis insultés. Moi, pendant la campagne, j'ai quand même eu le sentiment qu'on passait plus de temps à leur dire « Ah, vous êtes avec ces guignols, c'est... » Puis alors, l'espèce de truc de mépris de classe qu'il y a vis-à-vis des électeurs populaires de Trump en disant « Ah ben c'est des beaufs, quoi. » C'est un peu comme on dirait en France, en expliquant « Ah, de toute manière, ils votent pour l'extrême droite ou pour tel ou tel parti parce qu'ils sont un peu cons, quoi. » Il y a vraiment ce risque-là. Moi, je le perçois dans notre société. Il faut que les politiques, on comprenne, à notre niveau, donc un niveau où on prétend diriger un pays, que plus on stigmatise les gens, plus tôt ou tard ça se retourne contre nous. Donc il faut faire très attention à ça. Je pense que la gauche, elle a une responsabilité pour tenir compte des réalités sociales, pour y apporter des réponses qui ne soient pas dans la facilité ni la stigmatisation. Totalement. Et alors, nous, vu de France ou d'Europe, on a parfois l'impression que la situation n'a jamais été aussi tendue au sein des États-Unis, deux populations qui s'affrontent finalement. Et parfois, on dit on est quasiment au bord de la guerre civile. Est-ce qu'on a raison d'avoir cette vision ? Le lundi 28 avril, on organise à 19h un débat en ligne, vous le trouverez sur tous les sites, tous les comptes sociaux du Parti Socialiste, qui s'intitule Après la régression, la récession, voire la sécession. Pourquoi on a fait ce choix ? Pas simplement pour un jeu de mots, ou des rimes, mais parce qu'en réalité, ce qui arrive aux États-Unis, ce qui advient, peut tous nous arriver. Oui. Moi, je réponds à votre question de façon très froide. La plus grande difficulté qui vient aux États-Unis, c'est le risque de sécession. Et on va le voir quand on évoquera les contre-pouvoirs, la justice, tout ça. Il y a beaucoup de situations politiques qui ne vont pas pouvoir être réglées par le pouvoir politique parce qu'il n'y a pas de consensus. Et il a beau gagner, parce que c'est quand même ça 2024, hein, il conserve sa majorité à la Chambre des représentants, il gagne le Sénat et il gagne la présidentielle avec le vote populaire. Il a tous les pouvoirs. Sans parler du reste dont on parlera tout à l'heure, le pouvoir d'influer sur une partie des décisions de la Cour suprême et sur l'ensemble du pouvoir judiciaire. Mais il commence quand même son mandat sous les meilleurs auspices. Mais il a tous les pouvoirs. Vous savez, on est nombreux à gauche à avoir dirigé des pays et en ayant tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous savez, François Hollande, quand il arrive en 2012, il est président, on est majoritaire à l'Assemblée, au Sénat, on dirige la plupart des collectivités, qu'on connaît la suite. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on tire des leçons de ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, face à Trump, il faut être extrêmement vigilant sur le fait qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas être réglés, qui ne le fera pas par sa fracturation, par sa violence politique, et par cette capacité à passer toujours en force. Il ne le réglera pas par la politique. Donc, il y aura des règlements qui se feront devant la justice. Et c'est terrible d'imaginer qu'il y a des États qui, déjà aujourd'hui, portent plainte contre l'État fédéral. C'est le cas de la Californie, par exemple. Et donc, il y a plein d'États qui, à un moment donné, vont se retourner. Il y a des comtés, il y a des regroupements de territoires qui, à un moment donné, plusieurs États pourront porter plainte contre le gouvernement fédéral. Et c'est là où il y a quelque chose de l'ordre de la sécession. C'est qu'en fait, si vous ne croyez plus au récit commun qui est celui de l'Amérique, quand vous êtes américain, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Vous savez, j'expliquais récemment à un séminaire avec nos parlementaires sur les questions de défense que le rapport des Américains à la politique étrangère, ce n'est pas un rapport à des principes, des valeurs du droit international. Ils s'en foutent. C'est terrible, mais ils s'en foutent. Le sujet, c'est l'économie. C'est la manière dont l'industrie de défense va bénéficier à la création d'emplois dans les territoires et la façon dont ils vont rester en dynamique économique sur cette base-là. Parce que pour eux, l'important, c'est l'emploi. Tout le reste... Ce qui nous différencie, nous, c'est les valeurs et eux, c'est exactement. Et donc, économiques. Il faut être capable de regarder ça et d'en tirer des analyses et un enseignement. C'est que moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le risque de sécession, il est, pour la première fois, je pense... et ça me meurtrit de l'imaginer parce que c'est un pays qui fait référence, qui a été, je dirais,
un des éléments fondateurs de la démocratie dans le monde. Oui. En tout cas, à l'époque moderne. Et en réalité, aujourd'hui, même ce récit-là, aujourd'hui, on se demande si on a encore les mêmes valeurs qu'eux au niveau international ou au niveau démocratique. Et donc, ce risque-là de sécession, il est très puissant. Il est très puissant parce qu'en plus, on a une justice aux ordres, on va en parler sans doute après, et on a un système judiciaire qui n'est pas égalitaire. Vous savez, le fait du système politique, c'est le fruit aussi de toute l'histoire politique américaine, qui pendant 200 ans s'est vécu comme un pays qui s'est construit sur un modèle qui était, honnêtement, un modèle très conservateur, un modèle très réactionnaire, parce que quand les migrants quittent la Grande-Bretagne pour aller fonder les 13 colonies, c'est pas les plus progressistes qui font partie de ceux qui vont renverser la table, notamment dans la libéralisation de la monarchie britannique. C'est plutôt des très conservateurs. Donc il y a un moment donné à tirer les leçons de ça, parce que le système politique, le système judiciaire, ils vont amplifier ça. C'est-à-dire ce phénomène de fracturation, ce phénomène de rupture, et qu'aujourd'hui, ma crainte, je ne tomberai pas dans l'espèce de discours catastrophiste où on a des films, des récits qui parlent de... Il y a un bouquin extraordinaire qui parle de la sécession, justement. On en parlera lundi, je fais du teasing pour lundi 28, et on sera ravis de partager ces éléments-là avec vous. C'est concrètement... Je pense que le risque de sécession, il n'a jamais été aussi fort. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de débouché pour les colères d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue démocratique, tôt ou tard, elles s'expriment différemment. Et c'est ça la difficulté qui vient, et à mon avis, qui peut vraiment bousculer le système américain. Et comment elle peut s'exprimer, alors, cette sécession, selon vous ? Clairement, il peut y avoir des... Alors, je ne sais pas s'il y a des États qui se déclareront ne plus appartenir à la République des États-Unis. Je ne pense pas qu'on ira jusque-là. Ça, c'est un peu le récit des films, tout ça. Oui. Par contre, qu'il y ait des désaccords tels que, par exemple, sur les questions énergétiques, sur les questions de migration, les États choisissent de se désolidariser d'un certain nombre de décisions qui les contestent en justice et que la justice leur donne raison. Il y a déjà eu plusieurs décisions dans lesquelles, notamment sur les droits des migrants, qui ont été favorables à cette logique-là et qui donc contestent les choix, et notamment les fameux executive orders de Trump. Donc il y a les décisions exécutives de Trump qui peuvent être contestées, mais il y a surtout la signification que ça peut avoir à un moment donné. Qu'est-ce qui fait que la Californie, d'ailleurs, le laisse entendre. Ah, vous sortez des accords de Paris, bah, peut-être que nous, en tant qu'État fédéré, on pourrait signer les accords de Paris. C'est pas complètement impossible, hein, c'est pas un scénario délirant, hein, c'est une réalité juridique et politique. Donc il faut regarder. Nous, on n'a pas intérêt à ça, d'ailleurs. On n'a pas intérêt, c'est un peu comme à un moment donné en Europe, quand il y a eu des revendications régionales ou autonomistes. Certains spécialistes du droit public et du droit communautaire disaient « Ah, bah, c'est peut-être pas mal de regarder si l'Écosse ne pourrait pas rentrer au moment de la sortie du Brexit et tout. » C'est un non-sens, en fait, de parier sur le démantèlement des États fédérés, des États centraux au niveau européen. Mais par contre, ça dit quelque chose de la manière dont, politiquement, il faut plutôt qu'on raccroche les gens à nous, plutôt qu'on s'éloigne d'eux. Moi, je suis pour que, par exemple, on profite de la crise pour que la discussion de ce qu'on fait ensemble, collectivement, face à la menace de Trump et de ses politiques, bah, c'est de travailler avec les Canadiens, c'est de travailler avec d'autres États américains. Oui, se rapprocher de ceux qui nous sont proches, finalement. Avec les Indiens, avec les Japonais, d'avoir une logique d'alliance qui est fondée sur des valeurs et des principes. Et ça peut se faire avec tout le monde, et pourquoi pas avec les Californiens. Oui, oui, exactement. Alors, moi, je voulais vous parler, il y a quelques secondes, de la politique migratoire de Trump. Comment est-ce qu'elle est perçue à l'heure actuelle ? Parce qu'elle est très intense. Alors, néanmoins, il faut quand même le dire, il y a eu plus d'expulsions durant les derniers mandats que sous celui le premier mandat de Trump. Hein. C'est peut-être plus médiatisé parce que Trump étant aussi outrancier, là, il va aller dans des chiffres beaucoup plus importants, mais c'est quand même une politique constante aux États-Unis. Mais comment est-ce qu'elle est perçue à l'heure actuelle ? Moi, je dirais qu'elle est perçue comme une... D'abord, il n'a pas du tout enclenché le niveau, pardon du terme, parce que c'est le terme qu'il utilise, de déportation massive, comme il l'avait annoncé. Moi, je me souviens que dans la convention démocrate de Chicago, il y avait, dans la même période, la convention républicaine, ils avaient des immenses panneaux déportation massive, quoi. Le niveau d'engagement qui avait été annoncé et donc le nombre de personnes expulsées n'est pas du tout au niveau de ce qu'il avait annoncé à l'heure actuelle. Oui. C'est aussi parce qu'un certain nombre de décisions ont été cassées par la justice et par les juges fédéraux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure, aujourd'hui, c'est aussi, ça renvoie à la réalité de la migration américaine. C'est que les Américains voient très bien aujourd'hui que finalement, ça ne concerne
pas tant de monde que ça. Et qu'en plus, Trump, il explique que ça concerne les criminels, les gangsters, qu'on va les renvoyer vers leur pays respectif, on va les expulser vers Guantanamo, comme quoi, finalement, Wauquiez n'a rien inventé avec l'envoi des OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, et je trouve ça tellement aberrant que j'ai même pas envie d'en rire, mais en réalité, on a face à nous un pouvoir politique qui, dans la façon dont les gens ressentent son action, se disent, là encore, mais c'est quoi cet écran de fumée? C'est qu'en fait, je ne sais pas si les Américains sont en train de prendre conscience du fait qu'il y a beaucoup d'esbroufs pour pas beaucoup de problèmes, mais le pire dans tout ça, c'est qu'au fond, il y a aussi beaucoup d'Américains qui comprennent que sans migrants, il n'y a pas de système de fonctionnement, par exemple, des transports, il n'y a pas de système d'exploitation agricole qui tienne la route, il n'y a pas de système, par exemple, de l'économie industrielle qui tienne la route très longtemps. Oui, économiquement, on se tire une balle dans le pied. Mais bien sûr, mais c'est vrai pour tous les pays développés, et quelque part, c'est vrai pour l'ensemble de la planète. C'est que les gens qui nous expliquent qu'il faut construire des murs, qu'il faut interdire aux gens de circuler, il va falloir qu'ils m'expliquent comment on finance le système de protection sociale, comment est-ce qu'on finance les retraites, parce que je vais aller jusqu'au bout de ma logique. Oui. Derrière ça, le vieillissement de nos populations, on y répond comment? En Europe, aux États-Unis, dans toutes ces sociétés qui sont vieillissantes. Donc, on remet en cause le système de retraite, le système de répartition. On fait appel peut-être à la capitalisation. Vous avez entendu parler les partisans du système de capitalisation ces dernières semaines. Alors, ils sont totalement silencieux parce que les bourses sont tellement dégringolées qu'il n'y a plus personne qui vous parle de financer les retraites par la capitalisation. C'est bizarre, hein, les mêmes qui nous ont bassiné pendant des années, depuis 2023, notamment les derniers mouvements sur les retraites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, ça doit faire comprendre à nos compatriotes ici en France et à nos amis américains que le discours populiste, il a énormément de limites. Et en réalité, c'est ça qu'il faut réussir à démonter. Oui, effectivement. Alors, on parlait donc des populations immigrées. Il y a une autre sphère, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est ce que Trump appelle le deep state, l'État profond. J'aimerais qu'on en parle parce que vous connaissez bien. Expliquez peut-être aux gens qui nous regardent ce qu'est le deep state selon Donald Trump et d'où ça vient initialement. Alors, c'est aussi un des éléments qui vient de très loin dans la façon dont penser la politique de Trump. Parce que c'est pareil, moi je trouve qu'on le prend pour un imbécile alors qu'il est tout sauf imbécile. C'est un vrai idéologue. Et je pense que J.D. Vance, on dit souvent, J.D. Vance c'est le penseur de la vision républicaine. Je pense que Trump c'est quelqu'un qu'on prend pour un imbécile volontiers, ça nous évite de nous poser les bonnes questions et surtout de répondre de nos propres turpitudes, de nos propres manquements. Trump, c'est quelqu'un qui a une vision de l'État fédéral minimaliste. Parce qu'en fait, il considère que l'État fédéral, ça doit être l'État qui assure, je dirais, les conditions de rayonnement des États-Unis par une puissance militaire hors norme, la première, par une puissance de frappe commerciale hors norme, la première, parce que America First à tous les étages. Mais en réalité, l'État fédéré, les 50 États fédérés qui composent la République des États-Unis, tout seuls, ils ne peuvent pas grand-chose. Par contre, c'est vrai qu'au niveau international, la puissance des 50 États, ça démontre aussi qu'il y a aujourd'hui une offre politique dans la structuration même des États-Unis qui permet à ces États de peser dans les négociations commerciales, de faire cette espèce de chantage à la politique commerciale telle qu'on connaît. Et je pense qu'aujourd'hui, ça dit aussi, quand il parle de deep state, d'État profond, c'est quelque part, il veut trouver des réponses à ses propres erreurs. C'est que dans le premier mandat, entre 2016 et 2020, il est celui qui fragilise le plus les fondamentaux de l'État fédéral. Mais en réalité, il n'était pas allé jusque là où il est allé. Là, il vient de supprimer, il a fermé le ministère de l'Éducation. Il a fermé des agences par dizaines. Alors, il y en a certains en France qui trouvent ça formidable. Je crois que c'est Ciotti qui voudrait fermer plein d'agences. Et là, par exemple, il y a une agence on en parlera tout à l'heure sur les questions énergétiques et climatiques, qui était chargée notamment des règles de protection de l'environnement, des règles de protection des océans. Enfin, c'est pas des agences pour avoir des fonctionnaires, c'est des agences pour assurer le droit et protéger nos intérêts. Et c'est valable aux États-Unis, c'est valable ici. Et quelque part, ce discours sur l'État profond, c'est une manière de dire bon bah si ma politique ne fonctionne pas, qu'elle ne donne pas les fruits espérés, c'est de la faute de ceux qui maintiennent des normes et des règles au niveau de l'État fédéral. C'est très hypocrite. Vous n'avez pas vu sa conférence de presse quelques jours après son retour à la Maison-Blanche. Il y a une conférence de presse sur un avion qui s'est crashé et il expliquait que c'était la faute en gros des Afro-Américains qui étaient nombreux dans l'administration et qui assurent la sécurité des transports aux États-Unis. Mais c'est le racisme crasse, mais le pire, c'est que le type va vous expliquer que bah oui, c'est des agences qui de toute manière sont composées par des Noirs et des Arabes, donc c'est de leur faute.
pour peu qu'il ne soit pas musulman. Non, mais c'est terrifiant. Parce que le type ne répond jamais. En plus, il avait besoin de faire une conférence de presse sur les sujets de transport aérien. Je ne vois pas pourquoi le président s'exprime sur ça. Alors que l'avion venait de se cracher, l'indignité pour les familles Totalement. des victimes. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a affaire à un type qui, de toute manière, est dans cette logique presque pathologique de la recherche de boucs émissaires en permanence. Oui, parce qu'en fait, quand il parle de Deep State, il fait aussi référence à un réseau de conspiration autour de lui, de personnes en qui il ne peut pas avoir confiance. En fait, il veut des gens qui lui soient affiliés à 100%. Alors, c'est très simple, en fait, la façon de penser de Trump en termes d'efficacité. Hein. C'est vraiment, tu es d'accord avec moi, je t'en sens. Hein. Par contre, si tu as le malheur d'exprimer un désaccord, ça va vraiment mal se passer pour toi. Et en réalité, je pense que ça ressemble un peu à ce qu'on a en France et en Europe avec l'extrême droite. Moi, j'ai quand même le sentiment que Marine Le Pen ferait bien de se cacher en ce moment, quoi. Et en réalité, elle continue à nous expliquer qu'elle est victime du système qui lui veut des comptes. Bah oui, en fait, madame, vous avez été députée européenne, vous avez volé 4 millions d'euros d'argent public, rendez des comptes, quoi. Vous êtes condamné, c'est à ce titre-là qu'on vous retire votre possibilité d'être éligible au présidentiel. Mais je reviens à la question sur les deep state, c'est qu'en fait, il y a de cet ordre-là dans le discours de la droite, l'extrême droite et des soutiens de Trump aux États-Unis sur l'irresponsabilité de l'État fédéral face aux pouvoirs locaux. Ce seraient les gouverneurs qui auraient le dernier mot. Ce seraient finalement les pouvoirs locaux qui pourraient décider de toutes les politiques. En fait, c'est aussi renvoyé à quelque chose que nous, on a du mal à comprendre, c'est que la place des communautés dans le débat public américain, elle est centrale. Quelles que soient d'ailleurs les communautés, qu'elles soient des communautés d'intérêt, des communautés religieuses, des communautés politiques, oui, des communautés économiques, culturelles, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre le poids que ça a. Parce qu'en fait, le fondement même de la politique américaine, c'est une communauté. Ça peut être un quartier, ça peut être un village, ça peut être un ensemble de personnes dans un État. Ça peut être les lobbies aussi, justement. Bien sûr. Et que ça, c'est typiquement la construction de l'État américain qui s'est faite aussi sur des groupes de pression. Exactement. Le deep state, c'est aussi cette part de contestation entre ce qu'est un gouvernement d'intérêt général, que nous, on peut appeler républicain, en fait. Oui. Par rapport à notre héritage historique, et en même temps, eux, qui ont plutôt une histoire d'agréger des États entre eux, qui à un moment donné peuvent avoir en commun le minimum. Parce que quand vous regardez les constitutions d'un État comme le Texas, comme d'un État comme le Vermont, c'est pas tout à fait la même chose qu'ils racontent. Mais pourquoi ? Parce que le Vermont, c'est un État hyper libéral, tourné vers le Canada, qui a historiquement été un des États pionnier de la fondation des 13 États, des 13 anciennes 13 colonies britanniques, alors que le Texas, c'est un ancien territoire espagnol, puis en partie français, qui à un moment donné a fait l'objet de guerres très puissantes, parce que oui, à l'époque, les Mexicains étaient très puissants militairement, et comme quoi l'histoire, ça peut vite changer. Mais évoluer, très sérieusement, en fait, ce qui est intéressant dans la façon dont Trump va déconstruire cet État, c'est qu'en fait, c'est un État fantasmé en réalité. Ce qui est très intéressant. Ça renvoie aussi à la psychologie du rapport de Trump à la fonction politique. C'est quelqu'un, en fait, il est capable de mentir du début d'un discours à la fin et de dire simplement son contraire. Et ça ne choque personne. Et quelque part, c'est même la validation de ça. Moi, c'est ça que je veux pouvoir comprendre pour en tirer des leçons pour la France, ça c'est sûr. Et puis on voit en même temps au niveau des États-Unis, et ça c'est quelque chose qui a commencé sous Barack Obama, c'est le retrait des affaires mondiales en fait. Et là on voit que ça s'intensifie vraiment, et on le ressent au niveau de Donald Trump bien sûr, mais au niveau également du peuple américain qui se retire en fait dans ses terres, et l'interventionnisme à tout va en fait aujourd'hui n'est plus de mise. Ça a déjà commencé avec Biden. Oui, je parlais d'Obama justement, mais même avant, voilà. Vous avez complètement raison, c'est pas un phénomène propre à la présidence de Trump, et c'est même pas un phénomène propre aux présidences républicaines. En fait, les États-Unis, il y a eu un espèce de choc qui s'est étalé sur plusieurs décennies du rapport des États-Unis comme étant le gendarme du monde. Ça, c'est un truc qui a complètement été dépassé depuis 30 ans. En réalité, les démocrates l'ont surinvesti, notamment par les outils du libre-échange économique, en le délaissant quand même sérieusement par rapport aux échéances militaires, aux enjeux d'aller faire la guerre, jusque par exemple en Afghanistan, parce qu'il y avait eu finalement la constitution des forces autour d'Al-Qaïda et de ceux qui étaient venus faire projeter des avions dans les tours jumelles de New York et sur plusieurs autres vols qui s'étaient écrasés ce jour-là du 11 septembre 2001.
que finalement, Trump, il n'est que la traduction supplémentaire d'un niveau supplémentaire de défiance par rapport à ce qu'est le rôle des États-Unis au niveau global. Mais sur les valeurs, sur les principes, pas sur le registre de l'America First. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont toujours, lui, revenir sur les sujets de l'économie. Ça ne leur dérange pas d'imposer des règles. Mais bien sûr, évidemment, ils reviendront. Exactement. Parce qu'en fait, encore une fois, la mue du parti républicain, c'est vraiment une mue qui s'est faite notamment sur la question économique, sur la question de ce qu'est le rôle d'une politique commerciale offensive, de ce qu'est le rôle d'une politique d'échange au niveau international, qui clairement, de toute manière, vise à imposer leurs règles et leurs normes et leurs intérêts, et donc leurs profits. Oui. Alors, si on s'attache à Donald Trump, moi je voudrais avoir votre avis. Il a donc eu un premier mandat. Est-ce que vous retiendriez un point positif ou des points positifs de son premier mandat ? Je ne sais pas si je retiendrai un point positif de son premier mandat. Ce que je crois, c'est que... Alors, j'en tire une leçon. C'est que on ne l'a pas pris au sérieux. On n'a pas pris au sérieux son premier mandat en se disant oh, de toute manière, c'est un incident de l'histoire. Mais pas du tout. En fait, la victoire de Trump en 2016, elle vient au moins de 30 ans en arrière. Pourquoi ? Parce que dans les années 86-96, vous avez dans la famille républicaine une puissance des lobbies industriels extrêmement manifestes qui va aboutir finalement à une deuxième vague de conservatisme, de réaction très très puissante du point de vue des valeurs avec les conservateurs religieux qui commencent eux aussi à influer sur les discours du Parti républicain. Et on se souvient tous de Newt Gingrich qui était leader au Congrès des républicains et qui a incarné cette réaction. Vous savez, c'était celui qui avait... totalement instrumentalisé et a demandé l'empêchement du président parce qu'il avait menti sur un rapport qu'il avait eu avec Monica Lewinsky à la Maison-Blanche. Vous donnez une idée de la confusion des rôles et des genres et des positions. Je ne dis pas le fait qu'il ait menti, mais ça revient quand même à dire que quelque part, les choix de vie des personnes, la place qu'ils peuvent avoir dans la vie publique, c'est terrifiant. Oui. Ça ne justifie pas, encore une fois, le traitement qu'il a pu réserver à cette femme. Mais ce que je crois aujourd'hui, c'est que ce mouvement-là, il s'est poursuivi au début des années 2000 avec le Tea Party. Souvent, on pense à celle qui a été un peu l'incarnation de ça, lorsqu'il a fallu faire un ticket face à Obama, avec l'ancien sénateur de l'Arizona, dont le nom va me revenir parce qu'il est décédé, c'est un vétéran de la guerre. Sarah Palin, en tout cas, son ticket, c'est la gouverneure de l'Alaska. Oui. Et c'était intéressant parce qu'en fait, elle était l'incarnation de ce Tea Party très conservateur qui était un peu une sorte de fusion entre le discours ultralibéral, le discours très réactionnaire, conservateur, religieux, et finalement une nouvelle donne politique qui était celle de « mais vous savez, vous avez tous votre mot à dire, n'hésitez pas à être vulgaire, n'hésitez pas à être caricaturaux, n'hésitez pas à mentir, parce que Sarah Palin, elle a passé son temps à mentir. Et en fait, cette espèce de synthèse de tous les droits, de tous les mouvements de réaction américains qui ne trouvaient pas de traduction politique. Parce que ce qui était jusqu'à maintenant empêché par un certain nombre de leaders démocrates. Alors les Clinton, en plus, avaient versé le flanc, je dirais, à des comportements répréhensibles, mais au final, quand on voit Obama, il arrive au pouvoir et c'est celui qui libéralise le plus. Et quelque part, les crises financières de 2008-2010, qui sont notamment les crises des subprimes, sont en partie la conséquence des choix politiques des démocrates de libéraliser le système, de laisser la spéculation se faire, la bulle financière se faire sur la spéculation immobilière, au détriment des classes moyennes. C'est toujours les mêmes qui payent en fait les pots cassés des erreurs économiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène d'agrégation des conservateurs, des réactions, des mouvements de la droite vraiment profonde, eh bien, c'est Trump qui va réussir cette transformation incroyable, de transformer cela en adhésion électorale. Et ça vient de très très loin. Et vous pouvez le reprendre d'ailleurs sur plusieurs phénomènes. On parle là du spectre politique, du spectre démocratique, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très profond dans la société américaine et qui n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont les États-Unis se constituent, vous savez, on parle souvent
les amendements de la Constitution sur la liberté d'expression, le port d'armes, parmi les premiers amendements. Mais en réalité, ces amendements-là, ils sont le fruit de la construction politique des États-Unis. Moi, vous savez, la première fois que je vais aux États-Unis, je monte dans la bagnole, il y a un flingue, pardon, il y a une arme. Je dors dans la table de chevet, il y a une arme. Dans la cuisine, il y a une arme. Je dors mal, hein, je ne suis pas super rassuré. Mais parce qu'on n'est pas du tout dans cette culture-là. Et eux, ils trouvent ça banal, quoi. Et ils sont ici, en France, quand ma belle famille vient, ils sont en panique totale parce qu'ils n'ont pas d'armes avec eux, quoi. Donc ils ne se sentent pas sécurisés. Et quand je leur dis, s'il y a un problème, c'est la police qui va vous protéger, bon, ils doutent un peu. Mais je pense qu'ils ont tort de douter, mais je peux comprendre qu'on n'ait pas du tout le même rapport, finalement, à l'utilisation de l'arme. Mais pourquoi ? Parce que la nation américaine s'est construite sur la violence. Hein, et elle s'est construite, il y a un film qui est absolument formidable, comme ça, c'est l'histoire américaine de la violence, voilà la traduction en français. Oui. Et c'est vachement intéressant parce qu'on se rend compte que la conquête de l'Ouest, elle s'est faite sur des conquêtes de territoire par la violence. Donc c'est ça le rapport. Oui, c'est le fondement de la société américaine. De la conquête du territoire par la violence, par la force. Oui. Et donc ça, c'est profondément américain. Le fait qu'on ait à un moment donné un rapport ambigu, critique par rapport à la pratique du pouvoir de Trump, c'est aussi parce qu'on ne comprend pas cette dimension-là. Et quelque part, les démocrates passent à côté de ça, parce que le rapport que les Américains vont avoir aux armes, avec notamment le lobby de la NRA, c'est un rapport qui transcende complètement les clivages politiques, qui est très profond. Dans une famille afro-américaine comme la mienne, dans une famille plutôt bourgeoise des centres-villes de Chicago, ils vont avoir exactement le même rapport. Alors, il peut y avoir une forme de libéralisme en disant, de la part notamment de ceux qui vivent bien, qui ne sont pas en danger de sécurité. Bon, je veux bien renoncer à ne plus avoir 10 armes, je vais peut-être en avoir une, ou que ce soit plus encadré. Mais ça s'arrête là. En réalité, personne ne veut revenir là-dessus. Et c'est pareil sur un certain nombre de dispositions de la liberté d'expression. Nous, on ne comprend pas que quelqu'un puisse faire l'apologie du crime, l'apologie du nazisme, qu'on puisse faire le salut nazi sans que ce soit condamné quand Elon Musk s'est lâché. Et ce n'était pas du tout un hasard. Hein. La main, il l'a vraiment faite pour ça. C'était le message qu'il voulait envoyer. D'accord. Mais en réalité, c'est choquant pour nous. Et je comprends que ce soit perturbant pour un Américain de dire tu as le droit de dire certaines choses, mais pas d'autres. C'est très compliqué parce que ce n'est pas la même construction politique, sociale, sociologique. Donc il faut travailler sur ça, cette compréhension-là. Oui, alors c'est difficile pour nous parce que, comme vous l'expliquez, on a des valeurs effectivement très différentes. Donc on ne peut pas juger ce qui se passe dans la société américaine à l'aune de ce qui se passe en France, bien évidemment. Alors, donc pour en venir à Donald Trump, donc, il commence son mandat sous des conditions très favorables. Est-ce qu'il pourrait être un bon président, pour les États-Unis en tout cas ? Je pense que c'est quelqu'un qui a un rapport au pouvoir qui doit nous interroger sur les dérives de nos institutions. En fait, si la Ve République connaît des dérives, c'est pas simplement parce que la Constitution est bonne ou mauvaise, c'est parce qu'en fait la pratique de la Ve République a été mauvaise. Il suffit pas juste de se dire le système américain, ça ira mieux quand ce sera plus Trump. C'est une erreur fondamentale. Encore une fois, vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui a été de bon dans le premier mandat 2016-2020. Moi, j'espérais que ça serve de leçon. En fait, non. Pourquoi ça ne sert pas de leçon ? Parce que les gens ont considéré qu'il n'était pas allé assez loin. C'est ça qui doit nous interroger, nous. C'est de savoir quelles leçons on tire pour que demain, le système démocratique, et notamment les contre-pouvoirs, ils permettent de poser un certain nombre de jalons pour encadrer ça. Parce que quand vous avez une personne comme Trump qui n'a peur de rien, qui se permet tout, il y a un petit peu un côté messianique dans son comportement. Moi, ça me parle pas. C'est le sauveur des États-Unis. Oui, mais c'est ça. Est-ce que dans sa tête, il est là pour sauver les États-Unis ? On peut se poser la question. Je pense qu'il a cette façon de... Vous savez, quand il relève... Il est victime d'un attentat. Je ne sais pas si on se rend compte. Mm-hmm. Quelques jours avant le renoncement de Biden, Biden, il veut pas renoncer parce qu'il pense qu'il a le capital confiance et le résultat. C'est encore la même erreur que font les démocrates à chaque fois. Pensant, et souvent les partis de gauche pensent que la situation économique va mieux, donc sentiment d'adhésion des électeurs et le sentiment que les choses vont mieux pour eux. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, la première tentative d'assassinat dont il réchappe, il se relève au bout de quelques secondes en levant le bras. Vous vous rappelez de cette image incroyable. Mais ça dit quelque chose aussi, encore une fois, du fonctionnement du type. C'est qu'en fait, lui, il pense vraiment être l'incarnation d'un truc, je ne sais pas si c'est de l'ordre du messianique, du religieux, tout ça, mais lui, il pense que la fonction politique présidentielle américaine, qui est tellement une fonction à part, elle lui autorise tout. Et d'ailleurs, excusez-moi, il a été condamné 4 fois. Et plus tous les procès dont il ne répondra pas de ses actes, qui ont dû être abandonnés, parce que les charges sont closes le jour où il est redevenu président. Ce qui est terrible, c'est que le type avait été condamné, il a pu se présenter. Enfin, je ne vais pas faire de parallèle hasardeux, mais je crois que Mme Le Pen, elle va être empêchée d'être
en appel, elle sera empêchée d'être candidate. Et quelque part, c'est tant mieux pour notre démocratie. Que les gens ne l'entendent pas, il faut leur expliquer qu'à un moment donné, si nous on est pris à faire les mêmes crimes, on répond des mêmes crimes comme elle. Et il n'y a pas de raison de traiter différemment les justiciables selon qu'elle est potentiellement candidate à la présidence de la République ou pas. Et c'est ça qu'en fait, ce qui nous différencie des Américains, c'est que nous on a des jalons pour empêcher ça. Mais ce n'est pas des jalons pour supprimer la liberté d'expression et empêcher une candidate de faire 13 millions, 14 millions de voix aux élections présidentielles. C'est peut-être que simplement, dans la République, il y a un minimum d'exemplarité des élus. C'est ça qu'on doit à nos électeurs. Oui. Alors, on va parler bien sûr des contre-pouvoirs, mais juste une dernière question avant cela. Est-ce que quand on voit le fonctionnement donc, de Donald Trump, d'Elon Musk aussi, on n'a pas parlé d'Elon Musk. Vous l'avez évoqué rapidement sur le salut nazi. Très rapidement, voilà. Est-ce que finalement la démocratie, à l'heure actuelle, via ces deux personnes, est en danger aux États-Unis? Quel serait votre avis à vous? Alors, je crois qu'il y a deux choses dans la question que vous posez. C'est qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Et ensuite, moi, j'ai envie de répondre, la démocratie, c'est pas que les élections. C'est qu'en fait, on a tous en tête que là, on a un pouvoir qui est très légitime. C'est ça qui est terrible à dire. Oui. C'est qu'il a gagné sur tous les plans. Et ça nous arrive, hein, je le disais tout à l'heure, le parallèle sur la victoire de 2012 en France, où les socialistes, avec François Hollande, on a à ce moment-là tous les pouvoirs, on est majoritaire dans les deux assemblées, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir quand on le gagne, qu'on soit de droite ou de gauche d'ailleurs? Et donc la question démocratique, ce n'est pas que l'élection. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'électeurs qui se détournent de la politique, c'est parce qu'ils ont le sentiment que ça ne correspond pas à ce qu'eux peuvent attendre. Mais ce qu'eux peuvent attendre, ce n'est pas uniquement ce qui est tranché par le scrutin, par le suffrage universel, par le vote. Si à un moment donné, les gens pensent qu'on peut changer la vie uniquement en votant, ils se trompent complètement. Moi, je le crois profondément. Moi, je suis d'abord un militant associatif avant d'être venu à la responsabilité politique. Et avant même d'être un responsable sur les sujets internationaux, je me dis, mais pourquoi les gens sont dans une telle défiance? 64% de participation au moment des élections présidentielles de novembre aux États-Unis. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a 36% des gens qui n'ont pas voté. Et on ne compte que ceux qui sont inscrits. Donc combien de millions n'ont pas voté? Et c'est pareil en France. Je crois qu'aux dernières présidentielles, on est 13 millions. Je dis on parce que je pars du principe qu'on peut leur s'adresser à eux en considérant qu'ils font partie de notre collectif, notre nation, notre pays. Mais il y a quand même 13 millions d'électeurs, de citoyens, qui ne sont pas inscrits, ou alors qui ne vont pas voter, ou qui votent pour blanc, abstention, tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui se sent hors système. Et c'est ça qu'il faut analyser. Moi, j'en ai marre des politiques qui m'expliquent « Ah, mais de manière, ils ont tort de penser ça, ils ont tort de voter comme ça. » Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est une erreur quand on est un militant et un responsable politique a fortiori, de stigmatiser les gens. Mais il faut expliquer pourquoi ils ne votent pas. Moi, dans tous mes proches, et on en a tous, des gens qui ne votent plus, qui ne votent pas, qui ne s'y retrouvent pas. Vous avez beau avoir 15 listes aux élections européennes, ils ne vont pas voter. Et à un moment donné, ça doit poser des questions. Parce que quelque part, la démocratie, ce n'est pas que les élections. Et c'est aussi ça qu'on a comme difficulté avec tous nos partenaires. Cet après-midi, j'ai passé du temps avec des amis, des dirigeants africains de Centrafrique et de Guinée-Bissau. Notre sujet, ce n'était pas les prochaines échéances électorales. Parce qu'en fait, penser qu'on ne résout les problèmes que par la dynamique électorale et démocratique, c'est une erreur. La démocratie, c'est aussi le dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et on voit ce que ça donne aux États-Unis et en France. Par exemple, il faut quand même se souvenir que dans la période où Biden était président, c'est le premier président qui allait soutenir un piquet de grève dans l'industrie de l'automobile. La puissance des syndicats de l'automobile est incroyable dans un vote. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Mais en réalité, la majorité des électeurs issus de l'industrie de l'automobile ont voté pour Trump. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas que l'élection qui est en jeu. C'est la façon dont les gens vont avoir des réponses sur les sujets qu'ils attendent au-delà de l'élection. Ouais. Donc c'est vraiment important de voir, dans une société qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre, la place des syndicats, la place des associations, des ONG, c'est pas du tout la même que dans notre pays. Et donc il faut interroger ça, parce que si on pense que les partis politiques tout seuls peuvent gouverner un pays, on fait totalement une erreur. C'est vrai ici, c'est vrai là-bas. Oui. Alors, on parle de partis politiques, là on va parler des démocrates, parce qu'à l'heure actuelle, ils ont l'air un petit peu fragilisés
par le résultat des élections. Alors, dans les démocrates, on peut parler de Bernie Sanders. On va voir quelques photos. D'ailleurs, Eric va nous montrer. Alors voilà, là, on a Bernie Sanders. On a une étoile montante chez les démocrates, qui est, avec Bernie Sanders, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une jeune élue de New York. D'ailleurs, elle fait partie elle-même des socialistes démocrates. Et Jean-Luc Mélenchon l'a rencontrée, d'ailleurs, samedi à New York. Et donc, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, à l'heure actuelle, on font une tournée aux États-Unis, ce qu'ils appellent, on va voir l'affiche, c'est le Fighting, voilà, Oligarchy Tour, voilà. On a deux photos. Ça, c'est leur affiche, et puis on les voit tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez justement de leur démarche à l'heure actuelle? J'en pense beaucoup de bien. Oui. Beaucoup de bien, parce que pour avoir, là encore, il y a quelques semaines, on avait plusieurs de nos parlementaires, je les salue d'ailleurs en les citant, Hélène Conway-Mouret, Chloé Ridel, qui étaient aux États-Unis pour rencontrer nos partenaires politiques au Congrès américain. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution des démocrates dans le moment et la façon dont finalement, ce que Bernie Sanders dit, il faut quand même se rappeler que Bernie il a tenté plusieurs fois d'être investi candidat à la présidentielle. Oui. À travers les primaires démocrates, que ça n'a pas fonctionné, parce que le système des primaires a sans doute beaucoup de travers, mais il a une grande qualité, c'est de mobiliser les adhérents, les sympathisants et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, se reconnaissent. Parce qu'aux États-Unis, vous êtes assigné à une identité politique. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes censé dire si vous êtes démocrate, républicain ou indépendant. Ce qui donne aussi une idée de la liberté des gens à ne pas dire ce qu'ils sont, parce que si vous ne le dites pas, c'est illégal. Et clairement, ce qui est intéressant dans le cheminement de Sanders, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que quand j'ai appris que Jean-Luc Mélenchon avait l'occasion de rencontrer Alexandria, je suis persuadé qu'il ne lui a pas parlé de ses amitiés au Venezuela ou dans d'autres pays, parce que je pense qu'ils ne seraient pas tout à fait en phase tous les deux. Et je pense que notamment les amitiés que le président le leader, pardon, parce qu'il n'est pas élu, de la France insoumise pourrait avoir avec Poutine, je pense que ça ne plairait pas plus à Bernie Sanders. Mais je referme la parenthèse parce que je trouve que voir un leader insoumis rencontrer Alexandria ou Bernie, ça me fait marrer, parce qu'en réalité, ils sont beaucoup plus en phase avec la famille socialiste internationale qu'avec les insoumis, qui ne représentent que les insoumis. Je referme cette parenthèse parce que c'est pas juste pour faire de la blague ou d'ironiser sur le choix de Jean-Luc Mélenchon d'aller rencontrer Alexandria Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders. En fait, une fois qu'on a dit oui, on se bat contre l'oligarchie, et on se bat donc par exemple contre le pouvoir de la concentration des pouvoirs dans les mains de quelques-uns, et notamment des plus riches, et donc d'Elon Musk, qui est un peu l'archétype de ces oligarques. Suffit pas de le dire, il faut se donner les moyens de le faire. Et en réalité, moi, ce qui est très drôle dans le cheminement de Bernie, c'est que, à la différence d'un certain nombre de nos insoumis préférés ici, je remarque qu'ils ne sont pas très cohérents quand il s'agit d'appeler à voter pour des électeurs, pour des candidats de rassemblement quand il faut se mobiliser, et que par exemple les conditions de rassemblement de toute la gauche française ou européenne, elles ne sont pas tout à fait réunies quand on entend le discours de fragmentation, de fracturation, de stigmatisation de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, il paraît que comme il sera candidat et qu'il le sera jusqu'au bout, quitte à ce qu'il soit soutenu par personne, je termine là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse dans le parcours d'AOC et de Bernie Sanders, c'est la transmission d'une génération à une autre. C'est absolument remarquable. Parce que, en fait, AOC, elle ne représente pas uniquement elle, représentante démocrate d'un quartier de New York. C'est une femme, moi j'ai eu cette expérience-là, j'ai travaillé dans un café-restaurant librairie pendant plusieurs années, donc je ne sais pas si je m'inscris dans ses pas, mais c'est un modèle pour moi. Ce qui est certain, c'est que ce qu'elle représente, c'est pas elle seule. Elle représente énormément des électeurs démocrates. Elle représente énormément des jeunes qui sont mobilisés en soutien aux démocrates, mais qui ont une exigence très forte par rapport aux démocrates. Et c'est pour ça que j'étais très content que vous rappeliez qu'ils étaient membres des socialistes démocrates américains, des DSA, Democratic Socialists of America. C'est qu'en fait, les DSA, c'est une branche du Parti démocrate, qui eux-mêmes sont une branche de l'Alliance progressiste. Et nous en sommes les représentants en France, le Parti socialiste. Je
dis ça parce que, en fait, on est capable de parler avec eux, on est capable de construire des coalitions avec eux, on est capable de mener des batailles avec eux. Et par exemple, il y a une bataille qu'on mène depuis 10 ans avec les démocrates américains, et notamment ceux qui aujourd'hui sont représentés par AOC ou par Bernie Sanders, c'est sur la question de la taxation des super profits, qu'on a défendu au Parlement national, qu'on défend au Parlement européen, qu'on défend dans les institutions internationales, et celui qui a introduit la discussion, j'aime bien parce que ça va me permettre, vous allez comprendre la transition que ça va me permettre, c'est Joe Biden qui a défendu l'introduction de la taxation des super profits au G7. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, finalement, peut-être que Jean-Luc Mélenchon l'entendra, c'est que c'est toujours important d'avoir dans une négociation internationale l'appui des socialistes ou des sociodémocrates, parce qu'on a plus de chances de faire aboutir des réformes qu'en les portant tout seul en France. C'est ça l'intérêt en fait de cette démarche des démocrates et des DSA et de nos camarades socialistes démocrates américains, c'est qu'au-delà de la transmission générationnelle, au-delà de ce qu'ils représentent dans l'électorat, il y a aussi cette volonté d'aller chercher des appuis partout dans le monde. Ça, c'est absolument remarquable. Et moi, j'y crois profondément. Moi, je suis engagé au Parti socialiste. Je ne suis pas pour être secrétaire national aux relations internationales, mais parce que je suis socialiste et internationaliste. Et que c'est aussi constitutif de notre identité que d'être féministe, que d'être pour l'égalité entre tous les membres de notre société, tous les citoyens de notre société, et qu'on se bat aussi pour que les gens vivent dignement, vivent correctement. Et ça, ce qui est vraiment la leçon de la démarche d'AOC, c'est que vous avez aujourd'hui à la Chambre des représentants des femmes et des hommes qui sont l'incarnation de ça. Vous avez au Sénat américain plusieurs personnalités qui sont issues de cette famille-là. Et je trouve que c'est important que ce renouvellement générationnel se fasse avec ce discours-là. La différence entre AOC et Bernie, c'est que Bernie, c'est quelqu'un qui a été dans un espèce de discours constant sur ça. Et donc ça récompense cette constance-là. La difficulté de Bernie, c'est qu'après, les appareils démocrates ne lui ont jamais facilité la tâche. Il a été malmené dans les campagnes de primaire dont je parlais. Il n'a pas eu les moyens. Il faut quand même s'imaginer qu'une campagne américaine, ça coûte quelques milliards de dollars. Parce que, par exemple, Trump a bénéficié du financement de centaines de millions de dollars d'oligarques qui lui rendent bien après, parce que ça leur permet de valider tous leurs choix économiques et fiscaux, et on le voit en ce moment, et on en parlera juste après. Mais ce qui est intéressant dans la démarche d'AOC, c'est que c'est quelque chose qui représente profondément une bascule dans l'incarnation des démocrates. Moi, je crois profondément à ça. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Dylan Boutiflin. Peut-être que demain, je serai candidat à des élections parlementaires. Et je le dois à mon parti, à mon parcours politique. Je ne le dois pas à ma personne. Je ne le dois pas à des qualités personnelles ou individuelles. Je le dois à un engouement et un travail collectif. Et ça, c'est ce qu'incarne AOC aujourd'hui. C'est qu'elle est capable petit à petit d'incarner ça dans la vie politique. Et moi, je suis persuadé qu'elle peut faire de grandes choses avec toutes les personnalités qui l'entourent dans les deux chambres, mais aussi avec des personnalités qui sont de premier plan. Tout à l'heure, je citais Shapiro en Pennsylvanie, je citais Newsom en Californie. Newsom, voilà, je voulais qu'on en parle. On a la photo parce que c'est aussi une des personnalités montantes des démocrates, Gavin Newsom. Tu peux nous le montrer. Voilà, c'est lui qui avait réagi justement. Vous l'évoquiez tout à l'heure parce que c'est le gouverneur de Californie et il avait essayé d'avoir des contre-propositions quant aux droits de douane parce que son État est fortement impacté par les droits de douane. Notamment dans le domaine de la tech. C'est un des éléments qu'on va pouvoir discuter ensemble sur les choix commerciaux et la façon dont on doit y répondre en tant qu'Européens, c'est qu'en fait, le meilleur moyen de faire pression sur les États-Unis, c'est de les attaquer à la bourse, et donc notamment sur l'industrie du numérique. Et je le dis d'autant plus que nous, on a un devoir de création, d'innovation en matière numérique. C'est pas possible qu'on n'ait pas un champion européen du numérique comme les Américains ont les GAFAM. C'est pas possible. Dans le moment actuel, on a des entreprises françaises, européennes qui sont en pointe sur les IA. On est en France et en Europe en pointe sur beaucoup de domaines du numérique, de l'industrie numérique, et on ne le fait pas savoir et on ne défend pas cette industrie. Il va falloir taxer sérieusement à ce niveau-là. Les GAFAM, il faut les attaquer à la base, c'est-à-dire sur leurs ressources, sur la capacité à payer de la recherche et du développement. Parce que plus on continuera à être bienveillant avec eux, plus ils continueront à nous manger sur le dos. Et quelque part, c'est aussi ça la souveraineté européenne dont on a parlé pendant toute la campagne des européennes. Et un type comme Newsom, c'est un type qui peut travailler avec AOC, avec, je disais, Shapiro. Je pense aussi, par exemple, à Buttigieg, qui a été le secrétaire d'État des États-Unis
chargé des transports, qui est un type absolument remarquable, qui fait partie de cette nouvelle génération démocrate. Il y a plein de nanas et de mecs super aux États-Unis qui représentent l'alternative à Trump. La difficulté, ça va être de faire en sorte que le discours qu'on tient, ce soit un discours qui a mobilisé les électeurs. Et moi, j'y crois profondément parce que je pense que cette bascule-là, en termes d'adhésion et de soutien, on est capable de la faire en France. On a empêché l'extrême droite d'être majoritaire au mois de juillet l'année dernière. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire prochainement avec un discours de gauche qui soit offensif et qui soit capable de réunir toutes les familles de la gauche, quoi. Tout à fait. Alors, on parle de contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, c'est la justice. Il y a énormément de procès déjà contre des décisions qui ont été prises par Donald Trump. Il faut savoir que, vous l'évoquiez, c'est ce qu'on appelle des executive orders. C'est-à-dire qu'on voit Donald Trump dans son bureau signer des lois sans passer par le Parlement. C'est comme si Emmanuel Macron signait voilà, il a déjà fait Emmanuel Macron, ça s'appelle les ordonnances. Voilà, les ordonnances. Mais néanmoins, là, certaines sont illégales puisque dès lors que ça touche au budget, Donald Trump n'a pas le droit. Il faudrait que ça passe par le Congrès. Et pourtant, il le fait. Donc, est-ce que le contre-pouvoir absolu, qui peut pouvoir jouer aujourd'hui, c'est la justice? Alors, c'est un des contre-pouvoirs qui peut, à mon avis, jouer un rôle déterminant, avec le risque, je le disais, à un moment donné, de fracturation du système et donc le risque de sécession. Ça, c'est, je dirais, le jugement ultime qui pourra être rendu des procédures qui contestent les ordres exécutifs de Trump. Ce qui est intéressant dans l'opposition qui vient du pouvoir judiciaire, c'est que les États-Unis sont vraiment l'archétype du système politique qui contrebalance les pouvoirs. Le pouvoir exécutif est contrôlé par un pouvoir judiciaire, il est contrôlé par un pouvoir législatif très puissant. Vous parliez du Congrès, du rôle du Parlement, beaucoup plus puissant qu'en France. Le contrôle budgétaire, le contrôle des institutions américaines est beaucoup plus poussé avec des moyens considérables. Et ça passe par des commissions d'enquête, des histoires comme on en a nous sur par exemple le chlordécone ou sur récemment les scandales sexuels de Bétarame. Tout ça, ça débouche sur des commissions d'enquête extrêmement puissantes qui obligent les gens à venir témoigner. Et je peux vous dire que, vu le nombre de mensonges que Bayrou a pu avoir devant l'Assemblée nationale, il aurait déjà été obligé de démissionner. Et ce qui est intéressant en fait dans la démarche du contre-pouvoir judiciaire, c'est qu'en fait c'est un pouvoir qui est aussi très lié aux politiques, parce que beaucoup des juges fédéraux sont nommés par le pouvoir exécutif. Oui, ils l'ont déjà été pendant le précédent mandat de Donald Trump. Donc il y a une majorité républicaine. En fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne en fait de Trump, il a passé son temps à dénigrer des pouvoirs des juges qui avaient été nommés par Obama. Et il continue à le faire. En fait, le type, il est capable de vous dire dans la même phrase « Ouais, c'est pas possible, ces gens sont contre nous », et en réalité, en fait, il est bien content de trouver ceux qui le défendent. Donc en fait, à un moment donné, ça... Moi, je parie sur l'intelligence collective. Les Américains, ils vont le comprendre, ils vont le réaliser. Et de la même manière qu'il y a eu un reflux en 2016, entre 2016 et 2020, du vote pour Trump, je pense qu'il y a encore plus un reflux qui lui pend au nez, parce que quelque part les gens se rendent compte que ça se joue à leur détriment, ça se joue au détriment de l'intérêt des Américains, et notamment, je le disais là, on l'évoquait sur les politiques commerciales, sur les politiques environnementales. Ça va créer de telles distorsions de marché, ça va créer une explosion de l'inflation, une baisse telle du PIB qu'à un moment donné ça va se sentir sur le quotidien, sur le budget quotidien des Américains, et ça, il n'y a pas de secret, c'est ce qui va détourner les Américains du vote pour Trump. Oui, alors justement, puisqu'on parle des Américains, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la cote de personnes favorables à Donald Trump, à l'heure actuelle, elle est de l'ordre de 45%. Il faut savoir que historiquement, pour tous les présidents de la République qui suivent dans le premier trimestre qui suit leur investiture, on est plutôt de l'ordre de 60%. Le seul à avoir fait pire, c'est Donald Trump lui-même en 2017. C'est génial ce chiffre. Voilà, puisqu'il était à 41%. Donc voilà, donc il ne s'est pas encore battu, mais enfin voilà, il s'est battu à l'époque. Donc est-ce que la contestation finalement pourrait, alors très rapidement parce qu'il faut qu'on avance, pourrait venir de la rue? Alors, il y a deux réponses dans votre question. Oui, je pense que le risque de fracturation, d'ailleurs, en fait, Trump, il est élu aussi sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a envenimé les antagonistes dans la société. Il monte les gens les uns contre les autres. Et donc, quand je parle de risque de sécession, ce n'est pas forcément de guerre civile. Mais à un moment donné, vous créez de la frustration, vous créez de la déception, vous créez de la colère. Et effectivement, moi, je pense que les élections de mi-mandat peuvent être terribles pour lui. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons, ça permet d'aborder aussi le sujet du silence des démocrates, c'est que je pense que ça explique beaucoup du fait qu'ils laissent les Américains, et c'est d'ailleurs toutes les discussions qu'ont eu Chloé, Hélène, nos parlementaires qui sont allés à la rencontre
plusieurs sénateurs et représentants américains à Washington, clairement nous disent, nous on tient silence. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire, c'est parce qu'on veut que les gens comprennent par eux-mêmes qu'il va trop loin, qu'il est trop dans la surenchère, qu'il en rajoute et que ça va à un moment donné se retourner contre lui. Je suis pas loin de penser comme... J'étais assez dubitatif au début de cette stratégie de silence total. La seule fois où on a entendu dernièrement Kamala parler, c'était il y a quelques jours. Obama a pris la parole en même temps, Biden a fait une... Oui. C'est vrai, conférence il y a quelques jours, mais en fait on est fin avril, donc en fait ça fait déjà 3 mois que Trump est revenu à la Maison Blanche et 5 mois qu'il a été réélu. Et donc je me dis, il y a peut-être une petite musique parce que évidemment les États-Unis, comme les élections de mi-mandat ont lieu, le mandat c'est 4 ans, donc ça veut dire que les élections auront lieu en novembre 2026, donc c'est demain, c'est dans un an, moins d'un an et demi. Donc c'est intéressant de voir. Alors, je sais que pendant ce temps-là, les gens vivent mal, que la situation est difficile et que beaucoup ont peur, parce que moi, je le vois aussi avec mon époux, les proches. Pour eux, c'est un traumatisme, l'élection de Trump. C'est un double traumatisme, parce qu'en fait, ils se disent, bon, c'est une sorte de satisfecit à tous les racistes, à tous les sexistes, à tous les homophobes. Donc ça crée un sentiment de crainte, d'appréhension très très puissant. Parce que quelque part, ils se sentent menacés, pas seulement par sa politique, mais par ceux qui le soutiennent. Et par le passage à l'acte de ceux qui le soutiennent. Et notamment les activistes dont on parlait, qui ont été un peu les agrégats, les différentes communautés qui ont pu réunir le vote Trump à un moment donné. Mais ce qui est très intéressant dans le moment auquel on assiste, c'est que je pense qu'il y a une perspective politique qu'on ne soupçonne pas, notamment parmi toute cette majorité silencieuse qui ne participe pas au scrutin. Quand on a eu 64% de participation, à peu près le même niveau que 2020, il y a une réserve de voix. Je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Après, je pense qu'il y a un autre élément, c'est que dans la société américaine, il n'y a pas de logique de mobilisation. Là, il y a encore eu des manifs énormes ce week-end, dans plusieurs grandes villes. Mais vous remarquerez que c'est très paradoxal, ce que je vais vous dire. Trump, il a même gagné le vote dans les grandes métropoles. Il a profondément bousculé la carte électorale. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais persuadé que le vote serait serré et qu'il pourrait disputer avec Kamala Harris plusieurs États indécis. En fait, en réalité, ce qui a fait la bascule, c'est le vote des métropoles, le vote des centres-villes, le vote des quartiers qui vont bien, ont profondément adhéré à ça. Et donc, je me dis, à quel moment ces gens vont se rendre compte que eux aussi, sur leur pouvoir d'achat, sur l'inflation, il n'y a pas de secret. Vous allez voir l'explosion des prix du pétrole, parce que là, le pétrole baisse. Mais le pétrole va exploser à un moment donné, avec une logique de tension très forte sur le marché de l'énergie, de logique très forte sur le marché de la nourriture, de l'alimentation. Et d'ailleurs, un des éléments de la campagne, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que le message de la campagne démocrate n'était pas encore passé, parce que moi, j'avais interrogé par des journalistes à mon retour des États-Unis qui m'avaient dit « Ah, il y a l'encadrement des loyers, il y a même l'encadrement des prix dans les propositions des démocrates. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la révolution culturelle que ça implique dans le débat. Psychologiquement parlant, ils ne sont pas prêts. Non, ils ne sont pas prêts du tout. Et donc, ça n'a pas du tout imprimé. Mais vous savez, faisons un parallèle avec ce que nous, on connaît. C'est que le discours sur l'encadrement des loyers, il y a 10 ans, en France, ça ne passait pas du tout. Quand les villes l'ont expérimenté, les loyers ont été encadrés. Et donc, ça a des effets sur le marché. Exemple, Paris. Et donc, vous pouvez regarder dans plein de grandes villes, quand on a fait l'encadrement, et on ne l'a pas fait grâce à Macron, parce qu'il nous a empêché de le faire aussi, donc quand on l'a expérimenté, ça fonctionne. Et l'encadrement des prix, ça doit être pareil. À un moment donné, ce n'est pas possible qu'on ait des écarts de prix aussi importants, parce que vous et moi, on peut avoir des revenus moyens, aisés, mais à un moment donné, ceux qui ont des tout petits revenus, voire pas de revenus du tout, enfin, je veux dire, ils ne vivent pas du tout de la même manière quand les prix prennent 40 ou 50% sur les pommes de terre, sur le lait, sur le beurre. Et donc, ça veut dire aujourd'hui que il y a une perspective qui n'est pas forcément, pour vraiment répondre précisément à votre question, de mobilisation, de mobilisation très dure. C'est plutôt, à mon avis, une prise de conscience dans les comportements du quotidien, et je pense en termes de consommation notamment, qui peuvent jouer la donne. D'accord. Alors, on va parler justement des politiques de Donald Trump et on va commencer par l'écologie parce que ça, c'est un sujet important. Alors, on va faire un petit comparatif entre les politiques de Joe Biden. On va regarder une vidéo tous ensemble. Joe Biden qui était très favorable à des mesures en faveur de l'environnement, mesures que Donald Trump a abrogées lorsqu'il est arrivé au pouvoir. On regarde tous ensemble.
Alors Dylan, je vais vous faire réagir à ce qu'on vient de voir, effectivement, des politiques comparées entre Joe Biden et Donald Trump au niveau de l'environnement. C'est très intéressant en fait ce petit visuel parce que ça montre bien, on se le disait là en aparté, que les choix qui ont été faits par Biden ont été des choix qui ont été pensés par l'administration. On parlait tout à l'heure de l'État profond. Et en fait, je pense que les choix qui ont pu être faits, notamment l'un des éléments de la crispation dans la campagne électorale présidentielle de 2024, c'est les effets de la loi en fait IRA, qui était au départ la vocation de cette décision de Biden, c'était de soutenir le pouvoir d'achat, de baisser l'inflation en finançant les emplois, les industries qui étaient moins polluantes, etc. En réalité, les subventions telles qu'elles étaient versées ont accru l'inflation des prix. Et donc, ça a détourné une partie de l'électorat. Et ce qui aurait dû être un élément de conviction des électeurs que les choix économiques de Biden allaient dans le sens des classes populaires, des classes moyennes, s'est retourné contre les démocrates. Ils ont essayé de modifier d'ailleurs l'impact de ces décisions lors de la deuxième partie du mandat. Et d'ailleurs, Biden lui-même avait reconnu que la loi Irak avait d'ailleurs été adoptée dans un consensus transpartisan, avait finalement abouti à détériorer la situation du pouvoir d'achat, à augmenter en fait les prix de consommation. Et je pense que c'est intéressant de voir quelles leçons en a été tirées. Ensuite, Trump s'est engouffré dans la brèche, en fait. Il a utilisé cette faiblesse de choix économiques qui ont été pensés par les grandes administrations et pas forcément en tenant compte de ce que pouvait être leur impact immédiat sur les emplois et sur les prix. Je pense que c'est ce qui a permis le tournant dont je parlais tout à l'heure, programmatique des démocrates. Malheureusement, trop tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui Trump, d'une certaine manière, fait la même erreur. C'est qu'en fait, il y a une espèce d'approche idéologique dans sa conception. On efface les références au changement climatique, on remet en question la participation des États-Unis à l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Mais en réalité, je pense que lui, il se trompe aussi quand il fait le choix, par exemple, de renforcer, de relancer le subventionnement de la recherche minière, du forage pétrolier, la remise en cause des règles de biodiversité, de protection des littoraux. Je pense qu'il se trompe parce que, en fait, le sens de l'histoire prouve qu'en fait, ce qui ont été faits comme choix par Obama et Biden sont des choix qui se justifient dans le long terme. Parce que les ressources énergétiques, elles ne sont pas inépuisables. Oui, mais alors, vous parliez d'idéologie. Quand on sait que les industriels du pétrole et du gaz ont financé la campagne de Donald Trump à hauteur de 219 millions de dollars, est-ce que finalement ce sont uniquement des choix écologiques, enfin des choix idéologiques, ou plutôt des choix économiques ? De toute manière, encore une fois, vous avez la réponse dans votre question. Ça reste des choix économiques, parce que c'est toujours l'économie qui détermine tout le reste, et notamment avec les républicains. Ce qui est très intéressant dans votre question, c'est que je disais tout à l'heure, plus d'1 milliard d'euros dépensés pour une campagne électorale. Sur ce milliard d'euros de coût d'une campagne électorale, vous le disiez, 219 millions financés par les lobbies industriels, notamment de l'industrie pétrolière. Ça dit quelque chose aussi du rapport de force politique aujourd'hui. Et qui est clairement, en fait, au-delà de l'adhésion populaire, il y a aussi, à un moment donné, une stratégie politique de mobilisation des intérêts industriels qui est très puissante dans les choix de Trump, ce qui fait qu'en fait, Trump peut difficilement se dédire. D'abord, c'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses torts, mais en plus de ça, économiquement, ceux qui lui demandent des comptes sont ceux qui, jusqu'ici, font encore de l'argent. Et vous allez voir, moi je suis persuadé que l'une des meilleures réponses qu'on doit porter en tant qu'Européens, c'est de s'attaquer notamment à l'industrie du numérique. Parce que c'est par là qu'on pourra faire pression sur les grands comptes et les grands pouvoirs économiques qui soutiennent sa politique. Mais justement, quand vous dites comment on peut répondre, nous, en Europe, est-ce que par exemple, nous, on a le pacte vert qui est important. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le pacte vert pour répondre à ce changement ? Parce qu'il faut voir, quand on regarde, les États-Unis pourraient émettre, en fonction de ce qu'on a vu, 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 supplémentaires d'ici à 2030 par rapport au mandat de Joe Biden. De toute manière, on est confronté à des choix macroéconomiques qui sont fondamentaux et qui ont directement un impact sur l'environnement. Le choix de baisser notamment les polluants générés par l'industrie, le choix de baisser drastiquement l'effet de nos politiques industrielles sur l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est des choix qui doivent être amplifiés. L'Europe ne va pas assez loin dans ce domaine-là. Il faut quand même le mesurer. Face aux États-Unis, il faut qu'on aille plus loin. Et ça veut dire... parce que quand on prend le pacte vert, justement, on vise, nous, à faire de l'Europe le premier continent, enfin
le premier, pardon, décarboné, voilà, premier continent neutre d'ici horizon 2050. Donc, et on est plutôt en bonne voie. Et vous dites on ne va pas assez loin? Je pense qu'il faut aller plus vite. Plus vite, oui, certainement. 2050, c'est loin. C'est loin, c'est très loin. On est déjà là en 25. Donc en fait, il faut montrer l'exemple. Et il faut montrer l'exemple, et je pense qu'on doit embarquer d'autres pays avec nous. Et c'est ça la force de la réponse européenne, c'est que ce n'est pas une réponse seulement de politique européenne, c'est une réponse qui s'inscrit dans le sens de l'histoire avec d'autres partenaires internationaux. Moi, je suis persuadé qu'on peut aller chercher des Canadiens, des Brésiliens, des Indiens, des Japonais, beaucoup de pays qui sont très polluants, l'Inde en particulier. Mais on peut peut-être aussi négocier avec les Chinois, parce qu'en fait, si on négocie avec l'ensemble de ces interlocuteurs, de ces puissances industrielles, de ces puissances économiques, on obligera. En fait, le meilleur moyen de tordre le bras à Trump, c'est de montrer qu'il a une réponse qui est au moins équivalente. Il faut quand même se rappeler que on est en Europe plus de 400 millions de citoyens. Les États-Unis sont beaucoup moins nombreux que nous. Et on a un pouvoir économique qui est quasiment équivalent, si ce n'est supérieur, en termes d'investissement et de capacité à financer des politiques publiques. Il faut arrêter un peu d'avoir une forme de modestie ou d'humilité, voire carrément un peu honte d'être européen. Moi, je suis désolé, je trouve que c'est une chance d'être européen. Et c'est une chance d'être européen parce qu'on ne le fait pas au détriment du reste du monde. On le fait en ayant une vision du monde. Moi, je pense que les standards européens, c'est ce qui doit devenir à un moment donné des standards globaux. Oui, alors peut-être on peut penser à la COP30 qui aura lieu au mois de novembre au Brésil, par exemple. Exactement. C'est à mon avis un des leviers qu'on va pouvoir activer. J'en parlais pas plus tard que cet après-midi avec nos partenaires, je le disais, d'Afrique. Moi, je suis persuadé que avec Lula, on peut obtenir un certain nombre d'avancées très significatives. Vous savez, on prête des intentions à Lula qui sont assez injustes dans l'ambiguïté qui peut être la sienne par rapport à Poutine, par rapport aux BRICS. Moi, j'y crois pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que Lula, il n'oublie pas une chose, c'est qu'en fait, il faut penser la politique de manière à changer la vie des gens. Il ne s'est jamais départi de ça. Et les conditions de vie se sont sensiblement améliorées quand il était président la première fois. Et depuis qu'il le redevient, on voit que les choses s'améliorent. Ce qui veut dire par là qu'il doit être encore aujourd'hui un modèle démocratique, un modèle social et un exemple écologique. Alors, on en est loin, c'est vrai, sur un certain nombre de négociations. Mais je pense qu'il faut reprendre des négociations, par exemple, sur le Mercosur. Il faut être capable de se dire, nous on a dénoncé le Mercosur, nos députés se sont mobilisés contre le Mercosur, aussi bien à l'Assemblée qu'au Parlement européen. Il faut continuer à négocier ce traité pour faire en sorte que les normes soient rehaussées et que notamment on n'accepte pas des produits qui ne respectent pas les mêmes normes européennes. Mais pourquoi pas penser à des marchés globaux d'échange entre l'ensemble des puissances économiques que je citais juste avant. Moi j'y crois profondément. On ne peut pas avoir uniquement des réponses sur les enjeux militaires, migratoires, sur les enjeux du quotidien, si on n'a pas de réponse qui tienne la route, qui soit équivalente sur les questions écologiques et sur les questions financières. Oui, alors vous parlez des questions financières, on a beaucoup entendu parler des droits de douane très récemment. Justement, comment l'Europe a réagi selon vous? Est-ce que l'Europe a réagi comme il le fallait en jouant plutôt la carte de la modération? Alors moi, ce que je trouve très intéressant dans la réponse qui a été celle d'Ursula von der Leyen et puis globalement des groupes qui composent la majorité au Parlement européen, donc avec les libéraux, les conservateurs et les sociodémocrates, c'est d'avoir adopté une position qui ne soit pas une position attentiste. On a dit qu'on était prêt à discuter et on a dit sans annoncer de sanctions immédiates et donc de décisions. On a bien vu l'emballement des réponses qui ont pu être faites entre, par exemple, les États-Unis et la Chine, qui de fait sont des contre-productifs parce qu'en fait, c'est un jeu de surenchère. Comment est-ce qu'on redescend, comment est-ce qu'on crée les conditions d'une désescalade sur notamment le niveau de taxation. Moi, j'y crois profondément et je pense qu'il faut là encore embarquer les Chinois avec nous. J'y crois profondément parce que les Chinois ont fait partie de ceux qui, à un moment donné, ont été très hésitants sur l'OMC. Clairement, Trump, c'est un adversaire de la régulation internationale, de l'Organisation mondiale du commerce. Il faut peut-être revenir dans ce cadre-là. Il faut peut-être revenir dans ce cadre-là en proposant avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Brésiliens et toutes les puissances émergentes africaines. Moi, j'ai eu des échanges il y a quelques temps avec nos amis du Nigeria. C'est plus de 240 millions de citoyens. C'est un des pays les plus riches en termes d'hydrocarbures et de ressources diverses. C'est pas normal que des pays comme le Nigeria, comme la République démocratique du Congo, comme l'Afrique du Sud, comme même l'Algérie, ne puissent pas faire partie de ce concert de discussion au sein de l'OMC avec un vrai rapport de force qui soit favorable aux populations. Moi, j'y crois profondément à ce multilatéralisme parce que c'est pas quelque chose dans l'intention, c'est quelque chose qui peut se vérifier. On l'a déjà prouvé dans d'autres domaines. Donc faisons-le dans le domaine notamment
des industries numériques, faisons-le dans le domaine vous l'évoquiez tout à de l'heure, l'écologie. Quels sont les points de levier en fait, sur lesquels on peut jouer aujourd'hui. Mais est-ce que au niveau de la France plus particulièrement, on a vu par exemple la semaine dernière les usines de chimie françaises, on a vu une alerte qui a été lancée par France Chimie. On voit quand même qu'il y a des risques au niveau de la France, même si en termes de volume d'exportation, on est loin derrière l'Allemagne par exemple. Mais est-ce qu'il y a un risque sur cette escalade des droits de douane et quels sont les risques pour nous? Ce qui est très intéressant quand on cite France Chimie. Parce qu'ils ont dit, pour les personnes qui nous regardent, que 47 usines de chimie françaises pouvaient disparaître à cause de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Ouais, c'est un peu les mêmes qui nous expliquaient que le blocage des raffineries de pétrole allait bloquer le pays et le continent quand il y a eu le mouvement pour défendre nos retraites. Plus sérieusement, moi, quand je vois le nom France Chimie, je préfère voir quel type d'industrie il y a derrière. C'est Total, c'est tous ces acteurs qui font des profits considérables à travers les différentes crises énergétiques et climatiques qui s'accumulent, sans jamais augmenter leur contribution à la richesse collective. Enfin, à un moment donné, il faut être un peu décent dans le débat public et dans le débat économique. Il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, on n'a pas des marges au niveau, et ce n'est pas une négociation franco-française, Oui. c'est même pas une position européenne, c'est une discussion internationale. Et je trouve dommage que ce soit toujours les mêmes qui ferment la porte à toute discussion. Enfin, ça fait quand même des années que ces opérateurs-là, qui sont des grands opérateurs industriels, moi je nie pas le fait que c'est des fleurons de notre industrie, je dis juste qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils acceptent de contribuer au choix économique, à la taxation qu'on leur propose d'un certain nombre de super profits pour financer des politiques. Et je pense qu'en fait, quand on nous dit le chantage à l'emploi, enfin moi je trouve que c'est assez indécent dans le moment, parce que c'est les secteurs qui ont énormément engrangé de dividendes, engrangé de profits. Je n'ai pas souvenir qu'ils en aient beaucoup profité pour recruter, c'est même plutôt l'inverse d'ailleurs. C'est tous ceux qui ont bénéficié en France, il faut quand même se rappeler, de CICE sans contrepartie. Donc il faut peut-être se poser cette question à un moment donné. On est tous là pour faire des efforts. J'aimerais juste que ce soit plutôt les grands industriels qui font du profit qui les fassent, plutôt que les plus modestes d'entre nous, quoi. Oui. Alors, quand on parle justement de mesures à adopter via cette guerre commerciale qui s'annonce, vous parliez de la Chine à l'instant. Donc, une partie des produits chinois ne va plus pouvoir s'écouler en direction des États-Unis, risque de revenir vers nous en Europe. Oui. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de... Ça, c'est le grand risque, parce que jusqu'ici, on stigmatise les produits made in China parce que c'est des produits qui ne respectent pas nos normes. C'est plutôt fondé. Mais quand je dis on stigmatise, c'est qu'en fait, si on ne traite que la question des normes à travers le prix de l'entrée sur notre marché, c'est un peu hypocrite, parce que bon, c'est pas grave si ça va chez les Indiens ou les Brésiliens, on s'en fout, c'est pas nous. C'est pas vraiment l'approche que moi je défends. Par contre, c'est d'avoir une réponse qui soit globale à ce risque-là, et ces produits-là, ils vont continuer à être écoulés. Il y a une espèce d'hypocrisie en plus sur la façon dont on va stigmatiser les produits chinois. Mais vous savez, si on a appelé à voter contre le Mercosur, c'est parce que franchement, il y a des produits brésiliens, on n'en veut pas en Europe, quoi. Oui. Et de la même manière que moi, quand l'année dernière j'étais candidat aux Européennes avec Raphaël Glucksmann, je pouvais comprendre que certains agriculteurs de ma région et français puissent me dire les produits ukrainiens, ça pose quand même question. C'est légitime qu'on ait ces questionnements-là. Par contre, c'est pas pour avoir une posture protectionniste, isolationniste. C'est plutôt pour avoir une réponse globale. Comment est-ce qu'on fait qu'on entraîne ces pays-là, ces pays producteurs, d'énormément de produits qui vont inonder nos marchés, comment est-ce qu'on les amène à adopter nos règles communes et nos normes communes? C'est ça l'enjeu. C'est pas de dire... comment est-ce qu'on peut faire justement? Eh ben, on a des organisations internationales. Il y a l'OMC pour ça. Oui. Et je pense qu'il faut réhabiliter les organisations internationales. Je pense que nous, notre responsabilité en tant que socialistes et internationalistes, c'est de montrer qu'on est capable de travailler avec tous ces acteurs-là, d'avoir des règles communes et qu'il faut qu'on réinvestisse l'OMC pour définir des réponses communes et qu'on ne les fasse pas uniquement à l'échelle d'un marché ou de deux marchés, que ça se fasse à l'échelle globale. Et je pense que c'est le meilleur moyen de convaincre, je ne sais pas, mais de plier le bras, de tordre le bras à Trump. Oui. Alors justement, vous parlez de réponses coordonnées. Moi, je voudrais qu'on parle de la défense européenne. J'allais vous parler des DIP. Et ben voilà. Et ben moi aussi, j'allais vous parler des DIP. Et on a même une photo, Eric va nous la montrer. C'est bien parce qu'on est en parfaite osmose. Voilà les DIP. Donc, vous pouvez nous en dire deux mots pour les personnes qui nous regardent. Alors, je ne sais pas si quand la Commission européenne, parce que je pense que c'est eux qui ont eu l'idée d'appeler ce programme, donc, il y a un programme de défense européenne, de l'industrie de défense européenne. Quand ils l'ont appelé EDIP, je ne sais pas s'ils avaient en tête de tuer le père Trump. Mais en tout cas, je pense qu'il y a cette idée de s'autonomiser, de prendre son autonomie, sa liberté, quand on devient un jeune adulte, voilà. Alors sans tuer le père,
ce que je n'appelle jamais à la violence. Je pense que d'un point de vue industriel, la logique d'EDIP, c'est vraiment de créer les conditions d'une autonomie stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des capacités industrielles incroyables en Europe. On est capable de construire des avions, des porte-avions, les Français le font, des obus, des missiles, des chars. On est capable de construire toute la panoplie des besoins de projection militaire. Sauf qu'on le fait de manière très disparate, on le fait de manière désordonnée, on le fait de manière nationale. Là, j'ai vu par exemple qu'hier, il y avait survolé pour la première fois en dehors des avions de chasse un avion de détection. Vous savez, jusqu'à maintenant, on connaissait les AWACS, qui sont les avions américains. Oui. Et ben, les Suédois ont donné 2 avions pour repérer en fait sur le territoire de l'Ukraine les déplacements militaires au sein du territoire ukrainien. C'est un avion suédois qui a été offert par l'industrie, par Saab, parce que c'est Saab, qui ne fait pas que des grosses bagnoles, qui donc a construit cet avion incroyable. Et ben, on est tous européens, britanniques, français, espagnols, allemands, italiens, amenés à produire, les Danois, les Suédois, à produire des armes du futur. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est pas tant le niveau de capacité des Américains, parce que la technologie, on la maîtrise quasiment au même niveau qu'eux, ou que les Chinois. Bon, ils sont plus en avance que nous, c'est incontestable. Mais si on met ça en commun, si on finance, tout à l'heure je parlais de recherche et de développement, si on met des moyens pour mettre en commun ce financement, cet investissement, pour mettre en commun et donc faire des économies d'échelle, parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est que moi, vous savez, je viens de la région centre, et dans la région centre, on fabrique des obus dans la vallée du Cher. Oui. Et bien ces obus-là, moi j'ai envie qu'ils servent la résistance ukrainienne, mais j'ai surtout envie qu'ils servent l'ensemble des Européens à se défendre. Moi, j'ai pas envie qu'on produise des armes pour les utiliser, en fait. Moi, je suis profondément attaché à la paix, mais je pense que le programme qui est proposé par l'Union européenne, il va dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce programme, il est en procédure accélérée. C'est-à-dire que dans les semaines qui viennent... Oui, parce qu'il s'est lancé l'année dernière, il faut exactement. Et là, bizarrement, il doit être voté avant la fin du mois d'avril. Bon, vous direz, nous, on a l'habitude, on a des députés européennes et des députés européens de combat, qui sont, je pense, Raphaël Glucksmann ou Chloé Ridel, pour ne pas les citer, ou Tobias Kremer, qui est un député européen du Parti social-démocrate allemand. Ils sont tous très mobilisés. On a déjà eu des réunions de travail avec nos parlementaires français, mais aussi avec d'autres parlementaires d'autres pays. Je suis persuadé qu'on va jouer vraiment dans la cour des grands, pas dans la course à l'armement, c'est pas le sujet pour nous. Oui. Nous, quand on parle d'industrie de défense, quand on parle d'efforts de défense, c'est pas l'économie de guerre dont on parle. Je le dis pas pour jouer sur les mots, je le dis parce que le sujet, c'est pas d'aller se battre avec les Russes, c'est d'éviter que les Russes soient tentés d'aller plus loin que l'Ukraine. Donc il faut tenir tête en ayant des armements qui soient au top, qui soient le fruit de l'industrie européenne, du fleuron de nos industries. Oui, c'est la défense et la dissuasion. Et ça veut dire la défense de regarder aussi de nos valeurs. Et Olivier Faure, dans la tribune du dimanche, il y a quelques semaines, a écrit une tribune qu'on a discutée ensemble sur les financements de l'effort de défense. Moi, j'y crois profondément. Il ne faut pas que ce soit les classes les plus défavorisées, les plus faibles, fragiles qui payent la facture. Il faut aller chercher du côté notamment de la taxation, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut aller chercher, pourquoi pas, du côté de l'épargne. On a des sénateurs qui ont bossé sur des propositions. Il faut aller chercher du côté, par exemple, de ce qu'on peut dégager comme crédit, notamment du gel des avoirs russes. Comment est-ce qu'on peut les réinvestir en créant les conditions juridiques du blocage de ces fonds, de ces crédits, de cet argent. C'est des centaines de millions d'euros pour financer notre industrie de défense. Et quelque part, c'est aussi de réfléchir à des nouvelles pistes de financement. Moi, je suis persuadé en plus qu'on a, nous, notre génération, une responsabilité énorme. Moi, je n'ai pas envie de revivre la guerre froide. Je n'ai pas envie de vivre une guerre d'intensité jusqu'aux frontières de l'Alsace. J'ai envie d'éviter les guerres. Et j'ai envie d'éviter les guerres et que le meilleur moyen d'éviter les guerres, c'est d'avoir les armements les plus fiables pour que personne n'ose nous attaquer. Oui. Totalement. Alors, on va finir. Je suis désolée parce qu'on aimerait vous garder encore très, très longtemps. Je reviendrai. Ah oui, bien évidemment. Mais on va finir sur quelque chose qui, à mes yeux, est important. C'est l'USAID. L'USAID, voilà, on le voit à l'écran. Merci, Eric. C'est un organisme qui finance la réponse humanitaire d'urgence. L'USAID représente 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde. Et ça représente 70% des aides américaines qui sont versées. Et en fait, Donald Trump a supprimé près de 10 000 emplois. Du jour au lendemain, quand vous allez d'ailleurs sur le site de l'USAID, il est fermé.
Vous avez juste une petite mention pour les employés qui veulent récupérer leurs affaires. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, il a mis les gens en congé administratif et puis il réduit les budgets de 83% parmi les quelques 6000 programmes de l'USAID. Donc là, je vais vous faire réagir parce que c'est vrai que l'USAID, il faut le savoir, donc pour les gens qui nous regardent, il va aider des populations dans des situations très critiques. Il a aidé beaucoup l'Ukraine et il aide par exemple l'Éthiopie, la Somalie, vous parliez de la République démocratique du Congo, l'Afghanistan. Et donc, ce sont des pays qui sont en grave danger aujourd'hui. C'est plus que des pays, ce sont des femmes et des hommes qui sont menacés de mourir. Oui. En fait, ce qui est intéressant dans votre interpellation, c'est que USAID, comme son nom l'indique, sur le logo que nous avons diffusé à l'instant, c'est l'agence de développement international. Ce n'est pas juste une agence qui va donner de l'argent. C'est une agence pour le développement. Oui. C'est une agence de protection. C'est une agence pour venir en aide aux personnes qui sont en danger. Quand on met en cause une agence de ce niveau-là, quand on attaque d'autres agences, moi j'ai un ami très proche, je pense à lui parce qu'il manifeste beaucoup en ce moment, il n'a pas l'habitude de manifester, c'est pas dans la culture américaine, il fait partie de l'agence aussi qui gère toutes les politiques de santé aux États-Unis, oui. À l'intérieur des États-Unis. Parce que là aussi, ce sont des agences qui sont menacées par Trump. Ces gens, ces fonctionnaires, ces femmes et ces hommes, ils viennent en aide à des personnes qui n'ont pas accès à la vaccination, qui sont menacées par le virus HIV, qui sont aujourd'hui directement menacées par la malaria, par toutes les maladies liées au paludisme, par tout le développement d'un certain nombre d'infections qui peuvent totalement menacer leur existence. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes bénéficient de ces programmes. Demain, ce sont des millions de morts potentiels. Et ça, je vous le dis, parce que nous, c'est comme ça qu'on le voit, nous irons jusqu'au bout, nous irons en justice, à la CPI, à la Cour de justice internationale pour condamner crimes contre l'humanité, crimes de guerre, Donald Trump et l'ensemble de ses serviteurs. Pourquoi je le dis avec beaucoup de solennité? Parce que ce n'est pas possible de mettre en danger la vie des gens sous prétexte de dogmatisme et de posture complètement inacceptable sur la vie des gens. Parce qu'il s'agit de ça. Et que les gens qu'on ne traite pas, qu'on n'aide pas, qu'on ne soigne pas, ce sont des gens qui demain peuvent être sur les routes de la migration. Ce n'est pas des routes choisies, ce n'est pas des routes qu'on prend parce qu'on a envie d'aller se balader à l'autre bout de la planète. C'est parce qu'on fuit la guerre, on fuit la menace, on fuit les épidémies et donc on fuit la mort. Et ben moi je vais vous le dire, Trump, ce qu'il n'aura pas demain empêché avec le mur, ce qu'il aura provoqué avec la baisse de ses crédits, il devra en rendre des comptes devant la justice parce que ce sont des crimes. Et c'est inacceptable. Et aujourd'hui, ma plus grande crainte, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'on a un gouvernement français qui suit un mauvais exemple. Vous savez, l'année dernière, l'aide publique au développement, elle a perdu 400 millions de crédits, notamment pour financer l'aide publique au développement dans tous ces pays. On a un budget 2025 qui prévoit 800 millions d'euros de moins, soit une baisse des dépenses de l'État français d'1 200 millions d'euros, d'1 milliard 200 millions d'euros. C'est inacceptable. Et on s'est battu avec la coordination Sud, au niveau national de l'ensemble des ONG de la solidarité, avec la Concorde, qui est une autre plateforme européenne cette fois, au niveau du Parlement européen, pour qu'on arrête cette hypocrisie, parce que l'hypocrisie du gouvernement français qui dénonce ce que fait Trump en faisant la même chose dans les choix budgétaires français, elle est suivie par Ursula von der Leyen au niveau du Parlement européen, puisque les crédits qui étaient jusqu'ici des crédits d'aide au développement sont orientés pour la reconstruction de l'Ukraine. Ce n'est pas possible d'opposer les deux. Et moi, je le dis, quand on doit faire des choix politiques, ça ne doit pas se faire au détriment des plus pauvres. C'est la même logique que Retailleau ou d'autres comme Darmanin voudraient nous inspirer, nous imposer en remettant en cause l'aide médicale d'État pour les femmes et les hommes qui, arrivés ici, ont besoin d'être soignés, parce que c'est pour ça qu'ils bénéficient de l'AME. C'est inacceptable, c'est insupportable de marchandiser, d'obliger les gens à se jeter dans les bras des réseaux de passeurs illégaux, parce que c'est ça qui les attend, et ça, c'est inacceptable. Et moi, j'aime bien que les gens nous parlent d'immigration illégale et des dangers de la submersion migratoire, mais en réalité, ce sont ceux qui la provoquent qui en parlent le mieux, visiblement. Totalement. Oui, alors c'est un sujet grave. On va finir sur cette note. Peut-être une toute petite note optimiste, voilà, pour conclure. Voilà, cher Dylan, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Peut-être un petit mot. Merci, Florence. Sur cette, voilà, sur cette je vais rester optimiste. On a réussi à se débarrasser de Donald Trump en 2020. On réussira bien à se débarrasser de lui et de ses soutiens la prochaine fois. Et je suis persuadé que l'exemple qui doit nous inspirer en France, c'est ce qu'on a réussi à faire avec le nouveau Front populaire au mois de juillet dernier. C'est qu'on est capable d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc, l'optimisme, c'est ça, l'optimisme de la volonté, comme dirait Gramsci.
Eh bien, merci pour ces très jolis mots, Dylan, pour conclure cette émission. C'était passionnant et franchement, vous aurez bien gardé encore avec nous. Donc, vous reviendrez, ça c'est certain. Merci. Merci à vous. Eh bien, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était long, certes, mais le sujet s'y prêtait. Donc, j'espère que vous avez suivi toute cette émission avec beaucoup d'intérêt. Merci à Eric Muresan qui nous a accompagnés pendant toute l'émission avec sa qualité de réalisateur. Merci à Rabah Baloul qui est notre directeur d'antenne et qui était avec nous. Merci à Eric Durand à la communication. Et puis, merci au public qui était dans la salle ce soir. Et merci bien évidemment à vous tous. Et je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Place des Enjeux.